Maigret et le clochard. Ce jour-là, pas question d'interviewer mon ami le commissaire Maigret. Nous allions déjeuner sans arrière-pensée pour le simple plaisir de déguster un bon repas. Mais, que voulez-vous, au cours de ces enquêtes, le commissaire Maigret vit la vie des autres à qui pendant un moment il se substitue. Et il a toujours une merveilleuse histoire à chaque détour de sa mémoire. Nous suivions côte à côte le quai Bourbon. À marcher ainsi sans se presser, je viens de me retrouver pendant quelques secondes à l'âge de mes débuts. Ça tient sans doute à la qualité de l'air, à sa luminosité, à son odeur. Je regoute le plaisir d'observer des choses sans importance que je n'avais pas vues depuis longtemps. Commissaire Maigret, j'aime bien déambuler en votre compagnie. À votre pas ni lent ni rapide. Pas tout à fait celui d'un badaud qui s'arrête au menu spectacle de la rue, ni celui de quelqu'un qui se dirige vers un but déterminé. Mais à propos, commissaire, pourquoi les policiers vont-ils toujours par deux? Je suppose que cela date du temps où les rues de Paris étaient peu sûres et où il valait mieux être deux qu'un seul pour s'aventurer dans certains quartiers. Bon, mais des inspecteurs de la criminelle. Si un policier recueille le témoignage d'un suspect et que celui-ci se rétracte, deux affirmations ont plus de poids devant un jury. Il en va de même pour les filatures. À deux, il y a moins de possibilités d'être semé. Je pense aux immeubles à double issue. Je pourrais multiplier les exemples. Oui, mais en ce qui vous concerne, vous, chef de la criminelle. Oh, pour ma part, je répugne à conduire une voiture. Je me méfie de mes distractions, des rêveries brumeuses dans lesquelles je sombre facilement au cours d'une enquête. Et si je me fais presque toujours accompagner par un inspecteur, c'est que seul, j'ai peur de m'ennuyer. La scène reste haute. C'est pas croyable ce qu'elle peut charrier comme détritus. Depuis un mois, c'est à peine s'il cesse de pleuvoir quelques heures. Mais ce matin, les bourgeons éclatent. Les arbres se mouchettent de vert tendre. Et il y a eu des matins tout pareils au temps où, jeune inspecteur, j'appartenais au service de la voie publique. Dans le fond, je suis un sentimental un peu ridicule. Oh, ridicule, non, c'est le printemps. Et même notre première vraie matinée de printemps. Regardez les clodos. Ils sentent que la belle saison arrive. J'ai eu une seule fois affaire à un clochard dans ma carrière. Hein? Ah justement là, tiens, où nous sommes, au Pont-Marie. Ici, dans l'île Saint-Louis? Non, juste en face, en bas du quai des Célestins. Ah, voilà mon petit restaurant du quai d'Anjou. La meilleure andouillette grillée de Paris. Vous en jugerez. Le patron la reçoit directement de son pays. Oh, si vous me prenez par mon point faible. Ah, bonjour patron. Bonjour messieurs. Je vous ai retenu une bonne table au premier, près de la fenêtre, avec vue sur la Seine. Merci. Mais je ne me trompe pas, c'est bien le commissaire Maigret. Lui-même. Alors vous nous soignez, aux petits oignons. Je vous fais confiance pour le menu, hein? Par quoi commençons-nous, commissaire? De Kir, ça vous va? Parfait. Laissez-moi vous débarrasser de vos par-dessus. Merci. Voilà, merci. Pardon. Mais nous avons une vue panoramique sur le port des Célestins. Vous voyez là-bas, au Pont-Marie? Ouais. Il y avait deux péniches. L'une grisâtre en aval du pont, elle s'appelait le Poitou, et la seconde de Zwartesvan, amarrée en amont à une 50aine de mètres de la première. Un drapeau belge flottait paresseusement à l'arrière. Elle semblait astiquer du matin. Mais c'était aussi le printemps, 25 mars, en 61 ou peut-être 62, enfin en tout cas avant l'existence de la voie express. Des Zwartesvan, la pointe. Vous savez ce que ça veut dire? Ah non, commissaire. Et vous parlez le flamand? Dis-moi.
Non. D'après le rapport, ça veut dire le signe noir. Ah, voilà ces messieurs du parquet. En voiture, naturellement. Ah, nous, à pied, on arrive en même temps. Voyons, à qui avez-vous affaire ce coup-ci, patron? Le substitut, parrain, le juge dans le sigère, et le greffier... Ah, je connais que lui. Bah, et moi aussi, mais je me rappelle jamais son nom. Bonjour, commissaire. Commissaire. Substitut. Bon, on y va, messieurs. C'est bien le tsar Zouer, la Belge. C'est ça, oui, monsieur le substitut. Ah, ce bruit est désagréable. On ne pourrait pas demander à la péniche voisine, le Poitou, d'arrêter la grue qui décharge son sable? Bah, difficile, ils sont tributaires d'horaires stricts. Je vous en prie, monsieur le substitut, à vous l'honneur. Bon, sur cette planche, il n'y a pas de passerelle? Donnez-moi la main, c'est plus prudent, n'est-ce pas? Ah, on a du public, patron. Sous le pont, là. Les 3 ou 4 clochards qui nous reluquent. Ah ouais. Et la grosse femme, là. Oh, il me semble l'avoir déjà vue. Bon, Maigret, vous avez le rapport de la nuit. Nous vous laissons la parole. N'est-ce pas, monsieur le juge? Bien sûr. Vous vous appelez Joseph Van Hout, Jeff Van Hout, oui, monsieur. propriétaire de ce bateau? Oui, bien sûr, monsieur. Je suis propriétaire. Qui est-ce qu'il serait autrement? Et le bébé, là, dans son berceau, c'est votre fils? Ah, ce n'est pas un fils, monsieur, ça est une fille. Yolande. Ah. Elle s'appelle Yolande, oui. Ma sœur s'appelle Yolande aussi, et c'est elle qui est la marraine. Bon, oui, bon, parfait. Racontez-nous ce qui s'est passé. Notez bien, greffier. Je l'ai repêché, le camarade de l'autre bateau m'a aidé. Voilà. Ah, et cet homme sur le Poitou, là, adossé au gouvernail. Je salue les collègues et je vous écoute. Vous connaissez le noyé? Bon, je ne l'avais seulement jamais vu. Depuis combien de temps êtes-vous amarré à ce quai? Depuis hier soir. Je viens de Gemont avec un chargement d'ardoise pour Rouen. Je comptais traverser Paris et m'arrêter pour la nuit avec l'us de Suresnes. Je me suis aperçu tout à coup que quelque chose n'allait pas dans le moteur. Nous, on n'aime pas tellement coucher en plein Paris, n'est-ce pas? Vous comprenez, hein? Ouais. Comment ça s'est-il passé? L'homme s'est jeté à l'eau? Je ne crois pas, hein, monsieur. S'il s'était jeté à l'eau, qu'est-ce que les deux autres seraient venus faire ici, hein? Dites-nous en détail ce qui s'est passé pendant la soirée. Vous êtes amarré au quai un peu avant la tombée de la nuit. Oh, c'est juste, oui. Ouais. Avez-vous remarqué un clochard sous le pont? Ces choses-là, on ne remarque pas, hein. Il y en a presque toujours, alors... Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Ah ben, on a dîné, Hubert, Anneke et moi. Qui est Hubert? C'est mon frère. Il travaille avec moi. Anneke, c'est ma femme. Son prénom, c'est Anna, mais nous, on dit Anneke. Ensuite? Eh bien, mon frère a mis son beau costume, il est allé danser. C'est de son âge, n'est-ce pas, 22 ans. Il est ici? Il est allé aux provisions, il va revenir. Hein. Qu'avez-vous fait après dîner? Je suis allé travailler au moteur. J'ai vu tout de suite qu'il y avait une fuite d'huile. Et comme je comptais partir ce matin, j'ai fait la réparation. Ouais. À quel moment avez-vous terminé? Oh, je n'ai pas terminé, hein. C'est seulement ce matin que j'ai fini le travail. Et où étiez-vous quand vous avez entendu les cris? Encore au moteur. Votre femme dormait? Ah oui, monsieur, oui. Et la petite dormait aussi. Il y a des nuits où elle pleure parce qu'elle fait ses premières dents en ce moment, alors elle souffre bien. Ouais. sûr. La cabine était dans l'obscurité? C'est sûr, hein, puisque ma femme dormait. Le pont aussi. Ah, bah, certainement. Ensuite? Ensuite, longtemps après, j'ai entendu un moteur comme si une auto s'arrêtait non loin du bateau. Vous n'êtes pas allé voir? Ah, non, monsieur. Pourquoi est-ce que je serais allé voir? Ben, continuez. Alors, un peu plus tard, il y a eu un plouf. Ah, comme si quelqu'un tombait dans la Seine. Oui, monsieur. Et alors? Je montais l'échelle et je passais la tête par l'écoutille. 2 hommes couraient vers l'auto, une auto rouge. Une 403 Peugeot. Oui, il faisait assez clair pour que vous la distinguiez. Il y a un réverbère juste au-dessus du mur. Comment étaient les 2 hommes? Le plus petit, il portait un imperméable clair, il avait de larges épaules. Et l'autre? Je ne l'ai pas si bien remarqué parce qu'il était entré le premier dans l'auto. Il a tout de suite mis le moteur en marche. Et vous n'avez pas noté le numéro minéralogique? Le quoi? Ah, le numéro inscrit sur la plaque. Ah, je sais seulement qu'il y avait 2 9 et que cela finissait par 75. Ouais, 75. Quand avez-vous entendu les cris? Quand l'auto s'est mise en marche. Oui. Autrement dit, il s'est déroulé un certain temps entre le moment où l'homme a été jeté à l'eau et le moment où il a crié.
Ah oui, et sinon vous auriez entendu les cris plus tôt. Ah, je pense, hein, monsieur. La nuit, c'est plus calme que maintenant, bien sûr. Quelle heure était-il? Passé minuit. Il y avait des passants sur le pont? Je n'ai pas regardé en l'air. Il a crié fort? Ah oui, monsieur. Quel genre de cri? Il appelait au secours? Il criait, puis on n'entendait plus rien, puis il recriait. Qu'avez-vous fait? Je sautais dans la barque et je l'ai détaché. Vous pouviez voir l'homme qui se noyait? Ah non, monsieur, non, pas tout de suite. Le patron du Poitou avait dû entendre aussi, parce qu'il courait le long de son bateau en essayant d'attraper quelque chose avec sa gaffe. Là, qu'il disait. À certains moments, je voyais, puis à d'autres, je ne voyais plus. Bah oui, parce que le corps s'enfonçait. Oui, monsieur, oui. Et il a été entraîné par le courant. Hein. Et votre barque aussi, je suppose. Ah oui, monsieur. Le camarade du Poitou a sauté dedans. Et à vous deux, vous l'avez repêché? Ah ouais. Comment était-il? Il avait encore les yeux ouverts et dans la barque, il s'est mis à vomir. Il n'a rien dit? Ah non, monsieur. Il paraissait effrayé? Non, monsieur. De quoi avait-il l'air? Mot de rien. À la fin, il n'a plus bougé et l'eau a continué à couler de sa bouche. Il gardait les yeux ouverts? Oui, j'ai même pensé qu'il était mort. Hein. Vous avez été chercher du secours? Quelqu'un nous a appelé du pont et nous a demandé s'il s'agissait d'un noyé. Il a crié qu'il allait prévenir la police. Il l'a fait? Oh, mais sans doute, hein, puisque un peu plus tard, 2 agents sont arrivés à vélo. Il pleuvait déjà? Ah, il s'est mis à pleuvoir et à tonner quand le type a été hissé sur le pont. De votre bateau? Oui. Ouais. Et votre femme s'est éveillée? Il y avait de la lumière dans la cabine et un queue qui avait passé un manteau nous regardait. Quand avez-vous vu le sang? Quand l'homme a été couché près du gouvernail, ça lui sortait par une fente qu'il avait à la tête. Ouais. Vous savez sans doute qu'il a été frappé à la tête avant d'être jeté à l'eau. Hein? C'est ce que le docteur a dit. Hein. Car des agents est allé chercher un docteur, puis une ambulance est venue. Le blessé, une fois parti, j'ai dû laver le pont où il y avait une grande flaque de sang. Ouais. Et comment, selon vous, les choses se sont-elles passées? Je ne sais pas, moi, monsieur. Hein. J'ai dit aux agents ce que je croyais, n'est-ce pas? Je suppose qu'ils dormaient sur le pont. Hein. Vous ne l'aviez pas vu auparavant? Oh, il y a toujours des gens qui dorment sous les ponts. Une auto rouge, ça, je suis sûr. Elle a descendu la rampe. Ouais. Elle s'est arrêtée non loin de votre péniche. Ouais. Est-ce que le moteur a continué de tourner? Et vous avez entendu les pas? Ah oui, monsieur. Les pas de 2 personnes. J'ai vu 2 types qui revenaient vers le pont. Vous ne les avez pas vus se diriger vers le pont? Je travaillais en bas au moteur. Alors, ces 2 individus, dont l'un portait un imperméable clair, auraient assommé le clochard endormi et l'auraient jeté dans la Seine. Quand je suis monté, il était déjà dans l'eau. Hein. Le rapport du médecin affirme qu'il ne peut pas s'être fait cette blessure à la tête en tombant à l'eau. Pas même au cours d'une chute accidentelle sur le bord du quai. Oh, je vous crois, monsieur. Moi, je ne suis pas médecin. Nous pouvons interroger votre femme? Oh, je veux bien que vous parliez à Anneke. Seulement, elle ne vous comprendra pas. Elle ne parle que le flamand. Ouais. Bon, vous avez encore des questions à poser, commissaire? Non. Monsieur le juge? Non, monsieur le substitut. Quand est-ce que nous pourrons repartir? Dès que vous aurez signé votre déposition, à condition que nous sachions où vous allez. À Rouen, c'est sûr. Hein. Il faudra nous tenir ensuite au courant de vos déplacements. Mon greffier viendra vous faire signer les pièces. Quand? Sans doute au début de l'après-midi. C'est contrariant. Hein. Ah, au fait, à quelle heure votre frère est-il rentré à bord? Peu après le départ de l'ambulance. Bien. Je vous remercie. Oui, permettez que je vous aide à repasser la planche. Oui. Qu'en pensez-vous, Maigret? Je pense que c'est curieux. Il est assez rare qu'on s'attaque à un clochard. Et monsieur le substitut, monsieur le juge, si vous voulez bien m'accompagner sous l'arche du pont. Voilà, on aperçoit déjà contre le mur de pierre ce qu'on pourrait appeler une niche. C'est informe, ça n'a pas de nom, et pourtant, ça a été depuis un certain temps le gîte d'un être humain. Ah, ça vous stupéfie, n'est-ce pas? Ouais, il y en a 6 sous tous les ponts. On peut d'ailleurs voir un abri du même genre en face de la PJ. Ouais. La police ne fait rien? Bon, bah si. Elle les démolit. Et il repousse un peu plus loin. C'est fait de vieilles caisses, de morceaux de bâche. Juste assez de place pour qu'un homme puisse y recroqueviller de la paille, des couvertures déchirées, des journaux. Ah, ça répand une odeur.
malgré le courant d'air. Regardez. C'est astucieux son fourneau, hein. Un cylindre de tôle avec des trous et une grille. Sur la fin de l'occupation, Madame Maigret en utilisait un tout pareil pour pallier les coupures de gaz. Ça marche avec du carton, même avec du papier. Ah. Alors naturellement, des quignons de pain, du charbon de bois, du saucisson. Tiens, des livres. Sagesse de Verlaine. Horizon funèbre de Bossuet. Un numéro ancien de la presse médicale. Drôle de lecture. Et il y a même une garde-robe. Hein. Un chandail rapiécé qui a dû appartenir à un peintre, en jugé par les taches de peinture. Des pantoufles aux semelles trouées et 5 chaussettes dépareillées. Le clochard est mort. Il vivait il y a 1 heure quand j'ai téléphoné à l'Hôtel-Dieu. Ouais. On espère le sauver. Ah, on essaie. Il a une fracture du crâne et on craint en outre qu'une pneumonie se déclare. Il faisait les poubelles. Poubelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pas la voiture d'enfant. Si ça s'était produit à mes débuts, lorsque j'étais affecté à la voie publique, j'aurais pu mettre un nom sur tous ces visages. Je connaissais la plupart des clochards de Paris. Ils n'ont pas tellement changé. Ils sont devenus beaucoup moins nombreux. Hé! Oh! Approche-toi! Qui, moi? Bah oui. Comment t'appelles-tu? Léa. On dit la grosse Léa. Où est-ce que tu couches? Là-bas, sous le pont Louis-Philippe. Tu connaissais le type qu'on a repêché la nuit dernière? Nous, on l'appelait le Toubib. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'instruit. On dit qu'il a vraiment été médecin autrefois. Il y a longtemps qu'il vivait sous les ponts? Des années. Combien? Bon, je sais plus, je compte plus. Et le Toubib vivait seul? Avec qui qu'il aurait vécu? Il a toujours habité sous ce pont-ci? Ah non, pas toujours. Je l'ai connu sous le Pont Neuf et avant ça, quai de Bercy. Il faisait les halles? Non, des fois les poubelles. Ah, alors ainsi, malgré la voiture d'enfant, ça n'était pas un spécialiste des vieux papiers et des chiffres. Ce qui explique, messieurs, qu'il fut déjà couché au début de la nuit. Et il était surtout homme sandwich. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Rien. Il t'a jamais parlé? Bien sûr que si. Et c'est moi qui, de temps en temps, lui coupais les cheveux. Faut bien se rendre service, hein. Il buvait beaucoup? On boit tous. Du rouge. Mais lui, j'ai jamais vu ivre. C'est pas comme moi. Je vous connais, vous savez. Et puis je sais que vous n'êtes pas méchant. Vous m'avez questionné dans votre bureau. Oh, il y a longtemps, hein. Peut-être 20 berges. Quand je tapinais encore à la porte Saint-Denis. T'as rien entendu la nuit dernière? Oh, c'est trop loin le pont Louis-Philippe. T'as rien vu? Seulement les phares de l'ambulance. Je me suis approché, et pas trop, hein. Et pas en train d'être embarqué. Bon, ben, inutile d'interroger les autres pour le moment. Ils sont trop inquiets pour répondre. Bon. Si nous allions voir le marinier du Poitou. Ah, bien. Bon, alors il s'appelle Justin Goulet, âgé de 45 ans. Lui aussi, il a sa femme et ses enfants à bord, mais la péniche ne lui appartient pas et elle fait presque toujours le même trajet des sablières de la Haute-Seine à Paris. Monsieur Goulet? Oui. Commissaire Maigret, vous avez une seconde? Oui, monsieur. C'est marrant. Hein. Qu'est-ce qui est marrant? Que des gens prennent la peine d'assommer un clochard et de le balancer à la flotte. Vous les avez vus? J'ai rien vu du tout. Vous étiez où? Quand on a frappé le type, dans mon lit. Qu'est-ce que vous avez entendu? J'ai entendu quelqu'un qui gueulait. Ah, pas de voiture. Ça, c'est possible. Il en passe tout le temps sur le quai là-haut, alors j'ai pas fait attention. Vous êtes monté sur le pont? Oui, en pyjama. J'ai même pas pris le temps de passer un pantalon. Et votre femme? Elle m'a dit dans son sommeil où tu vas. Et une fois sur le pont, moi, j'ai rien vu. La Seine coulait comme toujours avec des remous, alors j'ai fait oh là pour que le type réponde et pour savoir de quel côté il était. Où se trouvait Jeff Van Hout à ce moment-là? Le Flamand. J'ai fini par l'apercevoir sur le pont de son bateau. Il s'est mis à détacher sa barque, puis quand il est arrivé à ma hauteur, alors poussé par le courant, là j'ai sauté dedans. Et l'autre dans l'eau, il apparaissait de temps en temps à la surface, puis il disparaissait. Le Flamand a essayé de l'attraper avec la gaffe. Une gaffe terminée par un gros crochet de fer. Oui, comme toutes les gaffes.
Et c'est pas en essayant ainsi de l'accrocher qu'on l'aurait blessé la tête? Ah, sûrement pas. En fin de compte, on l'a eu par le fond de son pantalon. Je me suis mis tout de suite penché et je l'ai saisi par une jambe. Il était évanoui? Et il avait les yeux ouverts. Il n'a rien dit. Il a rendu de l'eau. Après, sur le bateau du Flamand, on s'est aperçu qu'il saignait. Bon. Je crois que c'est tout. Oh, Alessandro. Et d'après les médecins, le clochard en a pour des heures avant d'être en mesure de parler. Bien. Au revoir, commissaire. C'est le substitut. Tenez-moi au courant, commissaire. La Pointe, va téléphoner au commissariat du quartier pour qu'on m'envoie un gardien. Et où est-ce que je vous retrouve, patron? Sous le pont. Maintenant, les autres clochards sont un peu plus détendus. Hé, commissaire. C'est des juges? Des magistrats. Ben, c'est pas la même chose. Ils se dérangent comme pour quelqu'un de la haute, dites donc. C'était donc un vrai toubib. On sait rien. Léa, il n'y avait personne avec toi la nuit dernière? Seulement Dédé. Le plus petit là-bas, celui qui tourne le dos. Hein? C'est ton ami? Ils sont tous mes amis. Tu couches toujours sous le même pont? Ben, quelquefois je déménage. Qu'est-ce que vous cherchez? Oh, rien de particulier, je suis parfois. Une poêle à faire, une gamelle, une cuillère, une fourchette. Et une paire de lunettes avec un verre fond. Ils s'en servaient que pour lire. Ce qui m'étonne, Léa, c'est de ne pas trouver... Compris. Le litron. Et derrière la grosse pierre. T'en as vu, hein? Ah oui, hein. Je comptais finir le reste. Il sera quand même plus bon quand le toubib reviendra, hein. Et quand l'as-tu pris? Cette nuit, après que l'ambulance l'a emporté. T'as touché à rien d'autre? Ah ça, je le jure, hein. Les clochards se volent pas entre eux. Ouais, je le sais par expérience. Nous, on s'en fout, on n'a pas le sens de la propriété. Et qu'est-ce que tu regardes là-bas? Là, en face, dans l'île Saint-Louis. Les fenêtres ouvertes sur les appartements douillets. Hé, jeter la nana qui se brosse les cheveux devant sa coiffeuse. Qu'y a-t-il dans le journal? Oh. Un petit cheval d'enfant en bois colorié. Ouais, je l'ai toujours connu. Il avait l'air d'y tenir malgré sa patte cassée. Sais-tu où il achetait son vin? Au Petit Turin. Un bistrot de la rue de l'Ave Maria, tout près d'ici. Comment était le toubib avec les autres? Je sais pas, moi. Pas très différent. Il ne parlait jamais de sa vie? Personne n'en parle, vous savez bien. Ou alors il faut que quelqu'un soit vraiment sous. Ouais, et il n'était jamais sous. Jamais vraiment. Eh, tenez, il y a le frère du Flamand qui revient des commissions. Il lui ressemble, hein? Et votre collègue, juste derrière, avec le flic en uniforme, il va pas nous ramasser des fois. Ne touche à rien, hein? Non. J'aurais peut-être encore besoin de toi, hein, si tu apprenais quelque chose. Vous me voyez comme je suis pour me présenter dans votre bureau. La Pointe, nous remontons sur le Svarter. Gardien, surveillez ce tas de guenilles jusqu'à l'arrivée du spécialiste de l'identité judiciaire. Bien, monsieur le commissaire. À la Pointe. Et je peux finir le cri de rouge? Bah, si tu veux, oui. Monsieur, s'il vous plaît. Ça et moi que vous interpellez, monsieur? Police. Vous êtes Hubert Vanout. C'est sûr, monsieur. Vous êtes allé danser la nuit dernière? Il y a du mal à ça? Dans quel bal étiez-vous? Près de la place de la Bastille, une rue étroite où il y en a une demi-douzaine. Celui-là s'appelle Chez Léon. Vous le connaissiez déjà? J'y suis allé plusieurs fois. Ouais, vous ne savez donc rien de ce qui s'est passé. Rien que ce que mon frère m'a raconté. Je peux aller? Ma belle-sœur attend les commissions. Ouais. Bon, ben viens à la Pointe. Je t'emmène au Petit Turin. On va passer de l'accent flamand à l'accent italien. Qu'est-ce que je peux vous servir? Chianti? Bon, ça te va la Pointe? Oui, bien sûr. Bon, eh ben, Chianti. Patron, vous connaissez un clochard surnommé le Toubib? Comment va-t-il?
J'espère qu'il n'est pas mort. Ah, vous êtes au courant? Ah, je sais qu'il lui est arrivé quelque chose la nuit dernière. Qui vous l'a dit? Un clochard ce matin. Que vous attendiez exactement? Il y avait eu un remue-ménage près du Pont-Marie et qu'une ambulance était venue chercher le Toubib. Il paraît que ce sont des mariniers qui l'ont sorti de l'eau. Le Toubib vous achetait son vin? Environ 2 litres par jour, quand il avait de l'argent. À lui, je faisais volontiers crédit. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'était pas un vagabond comme les autres. Il a sauvé ma femme. C'est vrai qu'on a essayé de les tuer. Vous êtes de la police? Vous croyez qu'il s'en tirera? Bah, on ne sait pas encore. Mais de quoi vous a-t-il sauvé? Ah là, si vous m'aviez vu il y a seulement 2 ans, vous ne me reconnaîtriez pas. J'étais couverte d'eczéma, ma figure, elle était aussi rouge qu'une pièce de viande chez les bouchers. Et ça durait depuis des mois et des mois. Si. Au dispensaire, on me faisait suivre des tas de traitements, on me donnait des pommades qui sentaient tellement mauvais que je me dégoûtais moi-même. Si, rien n'y faisait. Un jour, le Toubib, il était assis là, tenez là, dans le coin, près de la porte. Et je me plaignais à la marchande de légumes. J'ai senti qu'il me regardait d'une drôle de façon. Un peu plus tard, il m'a dit de la même voix qu'il aurait commandé un verre de vin. Je crois que je peux vous guérir. Ce serait-il que vous soyez docteur à l'heure qu'il est? On m'a pas retiré le droit de pratiquer. Oh, cette blague, non. Non, ce serait vrai. Vous n'iriez pas jusqu'à me faire une ordonnance, des fois. D'abord, j'ai plus de papier en tête de mon cabinet. Mais si vous me donnez 1 ou 2 petits billets, j'irai moi-même chez le pharmacien. Voyons, c'est un copain. Alors vous prendrez des sachets de poudre dans de l'eau tiède avant chaque repas. Et vous vous laverez matin et soir avec de l'eau très salée. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais 2 mois après, ma peau, elle était redevenue comme elle est maintenant. Il en a soigné d'autres que vous? Je sais pas. Il parlait pas beaucoup. Vous ne l'avez jamais vu en compagnie d'un ou de plusieurs inconnus? Non. Ah. Il ne vous a pas dit son vrai nom, ni où il avait vécu autrefois? Je sais seulement qu'il a eu une fille. Ah, nous en avons une. À cette heure-ci, elle est à l'école. Une fois qu'elle le regardait curieusement, il lui a dit « N'aie pas peur, j'ai une petite fille aussi. » Bon. Et la Pointe, retourne au bureau. Bien, patron. Moi, je vais à l'Hôtel-Dieu. Mais non, il n'a pas été opéré, mais je sais que le professeur Magnin s'en est occupé personnellement. Sous quel nom l'avez-vous inscrit? Le nom qui figure sur sa carte d'identité. C'est vous qui détenez cette carte? Ah, je peux vous la montrer. Voici. Dame, elle est crasseuse et encore humide de l'eau de Seine. Quel air! François-Marie Florentin, profession chiffonnier, né à Mulhouse-Barin, 1899. Il a donc 63 ans. Et son adresse à Paris? Oh bah, je la connais bien. C'est un meublé qui sert de domicile officiel à un certain nombre de clochards. Il a repris connaissance? Ah, non. Non. Bon, eh ben je conserve la carte par devers moi. Non, c'est pas régulier. Le règlement... Enfin, après tout, vous vous arrangerez avec le professeur. Enfin... Je vais voir si je peux le prévenir. Ah, tiens, le voilà justement qui sort de la salle d'op. Ah, commissaire, mon infirmière m'apprend que vous êtes là. Je suis un peu étonné. Il s'agit que
Enfin, l'affaire est assez banale, je pense. Et je ne sais encore à peu près rien. Hein. Et je compte sur vous pour m'éclairer. Une belle fracture du crâne bien nette, d'après la radio. Il a des chances de s'en tirer, car le cerveau ne semble pas atteint. Cette fracture peut-elle avoir été produite par une chute sur le quai? Ah, certainement pas. L'homme a été frappé violemment avec un instrument lourd, un marteau, une clé anglaise ou par exemple un démonte-pneus. Ça lui a fait perdre connaissance? Il a tellement bien perdu connaissance qu'à l'heure qu'il est, il se trouve dans le coma. Et qu'il pourrait rester plusieurs jours. Tout comme d'ailleurs il peut revenir à lui d'une heure à l'autre. Excusez-moi d'insister, mais j'ai devant les yeux l'image de la berge et je me souviens des paroles du marinier qui l'a sorti de l'eau. Vous dites qu'il a reçu un coup sur la tête. Et un seul? Oui, mais pourquoi me demandez-vous ça? Ça peut avoir de l'importance. Au premier coup d'œil, j'ai pensé qu'il avait reçu plusieurs coups. En effet, une oreille est déchirée et on trouve plusieurs blessures peu profondes au visage. Maintenant qu'on l'a rasé, je l'ai examiné de près. Mais comment ça s'est-il passé? Au cours d'une bagarre? Il paraît que non. L'homme était couché et semble-t-il endormi au moment où il a été attaqué. D'après vos constatations, est-ce plausible? Oh, tout à fait plausible. Et je suis même à peu près certain qu'il a aussitôt perdu connaissance. Et ses blessures secondaires indiquent qu'au lieu de le porter, on l'a traîné sur les pavés du quai. J'ai retrouvé du sable dans ses blessures. Ah oui, on décharge une péniche de sable à quelques mètres. Et selon vous, le toubib... Le quoi? Vous dites? Oui, le toubib. C'est ainsi qu'on le surnomme sur les quais. Il se pourrait qu'il ait été vraiment médecin. C'est même le premier que je rencontre sous les ponts. Rien d'étonnant. J'ai connu naguère un ancien professeur de chimie et une célèbre écuyère de cirque. Non, je suis persuadé que le toubib était endormi quand son ou ses agresseurs l'ont frappé. Un seul a frappé, puisqu'il n'y a eu qu'un seul coup. Alors, il a perdu connaissance, de sorte qu'on a pu le croire mort, et au lieu de le porter, on l'a traîné jusqu'au bord de la Seine où on l'a basculé dans l'eau. Mais est-il médicalement possible qu'une fois dans le fleuve, enfin dans le courant qui l'emportait, il se soit mis à crier? Cela m'ennuie de vous répondre trop catégoriquement. Ce n'est pas impossible, sous l'effet du contact avec l'eau froide. Ah, il aurait donc repris connaissance. Ah, pas nécessairement. Des malades dans le coma parlent et s'agitent. Pendant que je l'examinais, il lui est arrivé plusieurs fois de gémir. On prétend que lorsqu'on l'a retiré de l'eau, il avait les yeux ouverts. Ah, ceci ne prouve rien. Je ne vous propose pas d'aller le voir, votre toubib. Enfin, à moins que vous y teniez. Bon. À part les yeux, les narines et la bouche, il ressemble plutôt à une momie. Combien a-t-il de chances de s'en tirer? Oh, 70, mettons 80%. Car le cœur est resté vigoureux. Bien. Je vous remercie, professeur. On vous préviendra dès qu'il reprendra conscience. Laissez votre téléphone à l'infirmière-chef. Lucas, à la pointe. Au lieu d'envoyer quelqu'un de l'identité au Pont-Marie pour examiner les affaires du toubib, le mieux serait de prendre la camionnette et de tout déménager. Compris, patron. Quant à toi, Lucas, vois aux ponts et chaussées. Il doit pas y avoir tant de 403 rouges à Paris. Relève les numéros qui comportent de neufs. Fais-toi aider par autant d'hommes qu'il en faudra pour vérifier chez les propriétaires. Ah, je déjeunerai chez moi. Hein. Madame Maigret m'a préparé un fouet de veau en papillote. Oui. Oui. Non, je comprends. Écoute, Florence, essaie d'en apprendre davantage. Avec Maigret, on ne sait jamais, c'est quelquefois un détail sans importance qui... C'est ça. Merci. Embrasse ton mari et les enfants pour moi. Et tu me rappelles à n'importe quelle heure, hein, je sors pas. Pas. Tu vois, j'étais sûre que je connaissais ce nom-là. Vois-tu, Madame Maigret, on dit que le meilleur des policiers est celui qui est marié avec la chance. T'as toujours été ma chance. Merci. En l'occurrence, si mon clochard n'avait pas été originaire de Mulhouse, le pays de ton beau-frère l'ingénieur, tu l'aurais pas téléphoné à ta sœur. Et j'aurais pas non plus pu jouer mon petit Maigret. Ouais, il semble bien que ce soit ce qu'elle est là, François, qui était médecin.
Il a épousé une fille Merville, vieille famille de Mulhouse. Le grand-père a été maire de la ville et le père conseiller à la cour. Le père est mort peu avant le mariage. Tout de suite après la guerre, Madame Keller a hérité d'une de ses tantes et elle est maintenant très riche. Ils ont quitté leur maison pour s'installer dans un hôtel particulier près de la cathédrale. Le docteur, lui, était un original. Il est encore resté 1 an avec elle et puis tout à coup, il a disparu. Ils avaient une fille qui a épousé le fils Rousselet des produits pharmaceutiques. Ah oui. Et ils vivent à Paris. Eh ben, parfait. À ce soir. Ah, tu crois que ça va t'obliger à aller à Mulhouse? Ah, ça, je ne sais pas encore. Tu m'emmènerais? Pourquoi pas? À ce soir. Je noterai tout ce que Florence me dira. Lucas, vous faites quelque chose d'urgent? Ça peut attendre, patron. J'y ai pas pensé ce matin. Allez à l'Hôtel Dieu chercher les effets du Toubib. On va vous objecter un tas de textes administratifs, alors munissez-vous d'une lettre qui les impressionne, avec le plus de cachets possible. Par qui je les ferai signer? Signez-la vous-même, sur les cachets qui comptent. Ah, j'aimerais aussi avoir les empreintes digitales du nommé François Keller. Bien, patron. Alors, voyons, Rousselet, ah bah, il y en a une tapée. Claude, Charlotte, Geneviève... Ah, les laboratoires René Rousselet dans le 14e. L'adresse particulière, 158 boulevard Suchet. 527, 88... 527... 88... Entrez, monsieur le commissaire, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Oh non, vous pouvez fumer la pipe, ça ne me dérange pas. Merci. Depuis que vous m'avez téléphoné, je me suis d'abord demandé si était arrivé quelque chose à mon mari. Il assiste à un congrès à Bruxelles. Et je lui ai téléphoné tout de suite. Oh, je suis désolé de ce malentendu, j'aurais dû préciser. Et vous êtes né à Mulhouse, n'est-ce pas? Et votre nom de jeune fille est bien Keller. Vous vous souvenez de votre père, Madame Rousselet? Je m'en souviens, oui. Bien que je ne vois pas... Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a très longtemps. J'avais 13 ans. Vous habitiez alors Mulhouse? Oui. Je ne suis venue à Paris qu'après mon mariage. J'ai rencontré mon mari à la Baule où nous allions tous les ans, ma mère et moi. Vous reconnaîtriez votre père? Oh, je suppose, oui. Tenez, voici sa carte d'identité. D'après la date de délivrance, la photo est vieille d'environ 5 ans. Oh, François Keller n'a fait aucun effort de toilette pour la circonstance. Alors? Est-ce lui? Ce n'est pas ainsi qu'il est resté dans ma mémoire. Attendez, avec une loupe, peut-être je pourrais... Oui, parce qu'il avait une cicatrice, petite mais profonde au-dessus de l'œil gauche. Il s'était blessé à cause de moi en jouant à la campagne. J'avais environ 8 ans. Regardez. Regardez vous-même, tenez. C'est drôle que je m'en souvienne alors que j'ai oublié tant d'autres choses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été blessé la nuit dernière, mais les médecins ne pensent pas que ses jours soient en danger. Cela s'est passé à Paris? Sur la berge de la Seine. Ensuite, on l'a jeté à l'eau. Vous savez comment vive votre père? Pas exactement. Quand il nous a quittés, ma mère m'a seulement annoncé qu'il était parti pour un long voyage. Quelques mois plus tard, elle m'a appris qu'il était en Afrique, en pleine brousse, où il soignait les nègres. Il vivait au Gabon, dans un poste situé à des centaines de kilomètres de Libreville. Il y est resté longtemps, plusieurs années. Certains à Mulhouse le considéraient comme une sorte de saint. D'autres le traitaient de tête brûlée ou de demi-fou. Et votre mère? Je crois que maman s'était résignée une fois pour toutes. Quel âge a-t-elle à présent? 54 ans. Ah non, 55. Je sais maintenant qu'il lui avait laissé une lettre qu'il ne m'a jamais montrée, dans laquelle il lui annonçait qu'il ne reviendrait sans doute pas, et qu'il était prêt à lui faciliter le divorce. Ah, elle a divorcé? Non. Maman est catholique. Votre mari est au courant?
Bien entendu. Nous ne lui avons rien caché. Et vous saviez que votre père était revenu à Paris? Non. Enfin, je veux dire, je ne l'ai jamais revu de mes yeux. Cependant, un vieil ami de Mulhouse a parlé à maman d'un homme sandwich rencontré boulevard Saint-Michel qui ressemblait étrangement à mon père. Cet ami a prononcé le nom de François. L'homme sandwich a tressailli, mais celui-ci a ensuite fait semblant de ne pas le reconnaître. Et ni vous, ni votre mère n'avez eu l'idée de vous adresser à la police? À quoi bon? Mon père a choisi son destin. Il n'était sans doute pas fait pour vivre avec nous. Maman tient à ce que les choses se passent selon ses désirs. Enfin... Et après le départ de votre père, vous êtes bien entendu avec votre mère? Plus ou moins bien. J'ai quand même été heureuse de me marier et... Oui, d'échapper à son autorité. Il y a de cela. Maman aime sortir, recevoir, rencontrer des personnages importants. À Mulhouse, c'était chez elle que tout ce qui compte en ville se réunissait. Ah, même du vivant de votre père? Les 2 dernières années, oui. Tiens, mais pourquoi les 2 dernières? Parce que maman avait hérité de sa tante. Avant, nous vivions assez petitement, dans une maison modeste. Mon père avait surtout une clientèle d'ouvriers. Maman a acheté un hôtel particulier, et elle n'était pas fâchée qu'il y eût un blason sculpté au-dessus du portail. Comment était votre père? Très doux. Je sais que cela ne répond guère à votre question, mais c'est surtout l'impression qu'il m'a laissée. Très doux et un peu triste. Il se disputait avec votre mère? Je ne l'ai jamais entendu élever la voix. Je suppose que vous ignorez toutes les relations de votre père avec ses confrères. Ce que j'en sais, c'est par maman. Du moment qu'elle avait épousé mon père, il fallait qu'il fût quelqu'un d'extraordinaire, le meilleur médecin de la ville, sans doute un des meilleurs de France, me précisait-elle. Malheureusement, vous devinez la suite. Votre mère habite toujours Mulhouse? Il y a longtemps qu'elle vit à Paris. Pouvez-vous me donner son adresse? Quai d'Orléans, 29 bis, dans l'île Saint-Louis. Oh, eh ben ça... Votre père a été attaqué la nuit dernière sous le pont Marie, à 300 mètres de chez votre mère. On l'a transporté à l'Hôtel-Dieu. Je vous demanderai peut-être de venir le reconnaître afin d'avoir une certitude absolue quant à son identité, mais plus tard. Il souffre beaucoup. Il est dans le coma et il ne se rend compte de rien. On l'a frappé alors que, selon toute probabilité, il était endormi. Sous le pont? Oui. Je suppose que vous allez voir ma mère. Il m'est difficile d'agir autrement. Vous permettez que je lui téléphone pour lui annoncer la nouvelle? Si vous voulez, mais... J'aurais préféré... Enfin, je n'insiste pas. Mes hommages, madame. Ainsi donc, commissaire, vous avez retrouvé mon mari. Nous ne le cherchions pas. Oh, je m'en doute. Je ne vois pas pourquoi vous l'auriez recherché. Chacun est libre de vivre sa vie. Mais est-ce vrai que ces jours ne sont pas en danger? Ou bien avez-vous dit ça à ma fille pour l'aménager? Le professeur Magnin lui donne 80 chances sur 100 de se rétablir. Magnin? Ah, je le connais fort bien. Je l'ai reçu plusieurs fois. Saviez-vous que votre mari était à Paris? Je le savais sans le savoir. Êtes-vous sûr, au moins, qu'il s'agit bien de lui? Votre fille l'a reconnu. Et voici sa carte d'identité. Jacqueline a raison. Évidemment, il a changé. Mais je jurerais, moi aussi, que c'est François. Est-ce vrai qu'il vivait à quelques pas d'ici? Sous le pont Marie. Oh, et moi qui franchis ce pont plusieurs fois par semaine. J'ai une amie qui habite juste de l'autre côté de la Seine, un petit endroit... Vous n'avez pas revu votre mari depuis le jour où il a quitté Mulhouse? Ah, jamais.
à part 2 cartes postales. J'ai su indirectement par un ancien gouverneur du Gabon que François n'avait pas trouvé là-bas ce qu'il y cherchait. C'était un idéaliste, vous comprenez. Il n'était pas fait pour la vie moderne. Après sa déception de Mulhouse... Ah, une déception? Quelle déception? Ma fille ne vous en a pas parlé? Il est vrai qu'elle était si jeune. Madame a sonné? Oui, montez, Berthe. Pour une personne? Oh, vous prendrez bien une tasse de thé, commissaire? Non, je vous remercie. Non? Excusez-moi d'en prendre devant vous, mais c'est l'heure de monter. Qu'est-ce que je pourrais vous offrir? Un whisky, peut-être? Non, non, vraiment, sans façon. Rien? Non, rien. Comme vous voudrez. Et que disais-je? Ah oui. Alors, sa déception, n'est-ce pas, au lieu de se faire la clientèle qu'il méritait, vous permettez? Oui. Allô? Oui, c'est moi. Alice? Oui, ma chérie, c'est... Non, je serais peut-être un peu en retard. Non, très bien, au contraire. Tu as vu l'heure? Ah, non, je ne t'en dis pas plus long parce que j'ai une visite. Oui, je te raconterai. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Au revoir. C'est la femme du ministre de l'Intérieur. Vous la connaissez? Ah, très bien, de nom. Que disais-je? Ah oui. François s'était mis en tête de devenir médecin des hôpitaux. Et pendant 2 ans, il a travaillé dur à préparer le concours. Si vous connaissez Mulhouse, on vous dira que ça a été une injustice flagrante. François était certainement le meilleur, le plus calé. Comme toujours, c'est le protégé d'un grand patron qui a été nommé. Naturellement. Alors, dès ce moment-là, on aurait dit qu'il perdait les pédales. Enfin, je ne veux pas dire du mal de lui. Mon mari était une sorte de médecin des pauvres. Mais si je n'avais pas hérité de ma tante, nous serions devenus aussi pauvres que... Ouais, remarquez, je ne lui en veux pas, c'était dans sa nature. Chaque famille a ses problèmes. Je n'ai même pas envisagé le divorce. Ouais, il s'est mis à boire. Remarquez, je ne l'ai jamais vu ivre. Mais il avait toujours une bouteille dans son cabinet. Et on l'a vu sortir assez souvent de petits bistrots qu'un homme de sa condition n'a pas l'habitude de fréquenter. Je crois qu'il voulait devenir une sorte de docteur Schweitzer, aller soigner les nègres dans la brousse, y monter un hôpital, voir le moins possible de blancs, de gens de sa classe. Il a été déçu? D'après ce que le gouverneur m'a confié à contre-cœur, il est même parvenu à se mettre l'administration à dos et aussi les grandes compagnies, vous dire. Peut-être à cause du climat, il a bu de plus en plus. Là-bas, il vivait dans une case avec une négresse. Ne croyez pas que je vous dis ça parce que je suis jalouse. Je ne l'ai jamais été, non. Il paraît même qu'il en a eu des enfants. Enfin, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas à sa place. Oui, vous voulez dire qu'on l'a expulsé du Gabon? Plus ou moins, voilà. Je ne sais pas au juste comment ces choses-là se passent. Et le gouverneur est resté assez vague. Vous admirez mes perruches? Elles sont ravissantes dans ce rayon de soleil. Ah oui. Et il y a combien de temps qu'un de vos amis l'a rencontré boulevard Saint-Michel? Ah, ma fille vous en a parlé. Remarquez, là, je n'ai aucune certitude. L'homme ressemblait à François, mais là, c'est tout ce que je sais, vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure à votre fille, je ne peux pas vous demander de venir le reconnaître en ce moment, à cause des pansements qui lui couvrent le visage, mais dès qu'un mieux se sera produit... Ah, vous ne pensez pas que ce sera pénible? Pour qui? Pour lui. C'est à lui que je pense. Il est nécessaire que nous soyons sûrs de son identité. J'en suis à peu près certaine, ne serait-ce qu'à cause de la cicatrice. Ah, voilà le thé. Merci, mon petit.
Je ne vois pas ce que je pourrais encore vous apprendre, commissaire. Je suppose en tout cas que les journaux... Ah non, les journaux en parleront le moins possible, je vous le promets. Oui, ce n'est pas tant pour moi que pour mon gendre, n'est-ce pas? Dans les affaires, il est toujours assez désagréable de... Vraiment, vous ne voulez pas prendre quelque chose? Vraiment non. Je vous remercie, madame. Alors, je vous raccompagne, monsieur le commissaire. Pardon. Voilà. Ah, ces perruches chez madame Keller, elles toutes réunies me donnaient plutôt envie d'un petit bistrot tranquille. Et d'une bière bien fraîche. En rentrant au quai, plusieurs listes m'attendaient sur mon bureau. Elles récapitulaient la fortune mobilière et immobilière du clochard. Comme toujours, Lucas avait travaillé avec minutie. Je m'intéressais de préférence à la 3e liste. Elle détaillait le contenu des poches des vêtements que Lucas avait rapportés de l'Hôtel-Dieu. Un détail me faisait plaisir. Le toubib était un fumeur de pipe. Oh, alors Ni sa fille ni sa femme ne m'avaient appris ce détail. Une pipe en bruyère, au tuyau réparé à l'aide d'un fil de fer. Je m'imaginais l'homme ramassant un mégot, retirant le papier et glissant le tabac dans sa pipe. Quelques pièces de monnaie dans une pochette de cuir, 2 billets de 50 francs que l'autre scène avait collés l'un à l'autre, et 3 billes. De ces billes dans lesquelles on voit des filaments jaunes, rouges, bleus ou verts, de celles qu'on échange enfant contre 5 ou 6 billes ordinaires. Mais ce n'étaient pas des poches, mais des pochettes surprises. Vous ne croyez pas si bien dire. Il y avait un stéthoscope en mauvais état. Pourquoi François Keller le portait-il sur lui? Peut-être dans l'espoir de le faire réparer. Et n'est-ce pas plutôt comme un dernier symbole de sa profession? Ces empreintes ne correspondaient à aucune des fiches dactyloscopiques. Donc, Keller n'avait jamais eu affaire avec la police, ni avec la justice. Était-ce vraiment par inadvertance qu'au moment de quitter mon bureau, je glissais une des 3 billes dans ma poche? Je suis sûr que vous l'avez toujours. Je crois bien, oui. Il y avait une certaine légèreté dans mon humeur, comme il y en avait ce jour-là dans le ciel de Paris. On était mardi, jour du macaroni au gratin. Madame Maigret a élaboré ses menus une fois pour toutes. Absolument pas, non. À part le pot-au-feu du jeudi, le menu des autres jours varie de semaine en semaine, mais depuis des années, sans raison, le dîner du mardi est consacré au macaroni gratiné, farci de jambon haché menu et de temps en temps d'une truffe coupée encore plus fin. J'ai l'impression de le sentir d'ici, le gratiné de Madame Maigret. Je l'échangerais bien contre cette andouillette. Et pourtant, elle est fameuse. Il faudra que vous veniez un mardi à la maison. Tu veux le journal télévisé? Oh non, je préfère t'écouter. Alors ta sœur t'a appelé? Oui. Je crois qu'elle s'est assez bien débrouillée. Elle a dû passer l'après-midi à téléphoner à toutes ses amies. D'abord, je sais d'où provient la fortune que la tante a laissée à Madame Keller. C'était la sœur de la mère de Madame Keller. Elle était infirmière à l'hôpital de Strasbourg et, à 40 ans, encore célibataire. Peu de temps avant la guerre, elle a soigné un homme dont on a beaucoup parlé depuis en Alsace, un nommé Lemke, un ferrailleur, déjà riche et d'assez mauvaise réputation. Il l'a épousée. Bon, comment le sais-tu? Excuse-moi, je m'en veux de te gâcher ton histoire. Je le devine à ta physionomie. Oh. Non, je me tais, continue. Il l'a épousée, oui. Attends la suite. Pendant la guerre, il a continué son commerce de métaux non ferreux. Il a fatalement travaillé avec les Allemands. Et il a amassé une fortune considérable. Que lui est-il arrivé à la Libération? Les FFI ont cherché Lemke pour lui faire rendre gorge et ensuite le fusiller. Le couple s'était volatilisé Dieu sait comment pour réapparaître au Brésil. Encore un peu de macaroni? Ah bah volontiers, tiens. De la croûte, hein? Tiens. Un jour, ils ont pris l'avion pour le Pérou.
Et l'appareil s'est écrasé dans les montagnes. Tous les passagers et l'équipage sont morts. Et voilà pourquoi l'héritage est allé à Madame Keller, qui ne s'y attendait pas. Normalement, l'argent aurait dû aller à la famille du mari, puisque le couple n'avait pas d'enfants. Mais lorsqu'un homme et sa femme sont victimes d'un même accident, sans qu'on puisse établir qui des deux est mort le premier, la loi considère que la femme a survécu, ne fût-ce que de quelques instants. Et les médecins prétendent que nous avons la vie plus dure. De sorte que Madame Lemke, tante de Madame Keller, a hérité la première et que la fortune est allée à sa nièce. Ouf! En fin de compte, c'est un peu parce qu'une infirmière a épousé un ferrailleur millionnaire à l'hôpital de Strasbourg et qu'un avion s'est écrasé en Amérique du Sud que le docteur Keller est devenu clochard. Et si sa femme n'était pas devenue riche du jour au lendemain, tu crois pas qu'il serait resté à Mulhouse? Non, c'est possible, ouais. Quant à elle, enfin, je t'avertis que ce sont des ragots et que ma sœur n'en prend pas la responsabilité. Ah bah, dis toujours. Mais c'est une petite personne active, toujours en mouvement, qui adore les mondanités et qui se livre à une véritable chasse aux gens importants. D'après les mauvaises langues, elle aurait été la maîtresse du préfet devenu veuf, et puis plus tard celle d'un général dont j'ai oublié le nom. Oh, je l'ai vue, Madame Keller. Ah, comment est-elle? Comme tu viens de la dépeindre. Elle ne paraît pas son âge, elle adore les perruches. Elle en a plein son appartement. Elle vit à Paris? Dans l'île Saint-Louis, à 300 mètres du pont sous lequel couchait son mari. Et à mon sens, ni l'un ni l'autre ne le soupçonnait. Au fait, il fumait la pipe. Ah, alors? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bille. Le Toubib en possédait 3. Tu l'aimes bien, non? Oh, je crois que je commence à le comprendre. Tu comprends qu'un homme comme lui devienne clochard? Peut-être. Il a vécu en Afrique, seul blanc dans un poste éloigné. Et aussi, il a été déçu. Pourquoi? Ça n'est pas commode à expliquer ça, surtout à toi qui poses ta vie dans l'ordre et la propreté. Ce que je cherche à deviner, c'est en quoi le Toubib pouvait être coupable. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qu'on a agressé, non? Ah oui, il est la victime, c'est vrai. Les criminologistes ont une théorie à ce sujet, et elle n'est peut-être pas aussi excessive qu'elle en a l'air. Quelle théorie? Que sur 10 crimes, il y en a au moins 8 où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l'assassin. Prenons un exemple. Une femme et un mari jaloux qui se disputent. Bon, supposons que celui-ci a un couteau à la main. Fais attention, crétine, la prochaine fois je te tuerai. Oui, ça doit arriver. Non, pas dans ton univers, Madame Maigret. Non, supposons que la femme le nargue et lui lance « Tu n'oserais pas, tu n'en es pas capable ». Eh bien, dans beaucoup de drames passionnels, il y a de ça. Tu parlais tout à l'heure de Lemke, de sa détestable réputation. Aurais-tu été surprise d'apprendre qu'on l'avait assassiné? Évidemment non, mais le Toubib... Il semblait ne faire de mal à personne. Il vivait sous les ponts, buvait du rouge à la bouteille et se promenait dans les rues avec un panneau publicitaire sur le dos. Tu vois. Quelqu'un, pourtant, est descendu sur la berge pendant la nuit et, profitant de son sommeil, lui a asséné sur la tête un coup qui aurait pu être mortel, après quoi il l'a traîné jusqu'à la Seine, dont on ne l'a retiré que par miracle. Ce quelqu'un avait un motif. Autrement dit, le Toubib lui avait donné, consciemment ou non, un motif de le supprimer. Il est toujours dans le coma? Oui. Mais quand il pourra parler, tu espères en tirer quelque chose? Va savoir. Oh, il fait bon, hein. Éteins la lumière et restons devant la fenêtre ouverte. Le temps de fumer une dernière pipe. Avec un petit verre de prunelle, tiens. Maigret. J'aime ces soirées paisibles et douces, avec de longs silences entre les phrases. Ce qui ne nous empêche pas de nous sentir forts l'un près de l'autre.
Monsieur Martin. Oui. Viens par ici, Oui, Bonjour, patron. J'ai 2 clients pour vous. T'es aussi fier, aussi impatient que Madame Maigret hier soir, toi. Il s'agit du propriétaire de la Peugeot rouge et de l'ami qui l'accompagnait lundi soir. Bon, je n'ai pas beaucoup de mérite. Il n'existe que 3 Peugeot rouges dans Paris, dont la plaque minéralogique comporte 2 fois le chiffre 9. L'une est en réparation depuis 8 jours, l'autre à Cannes, et la 3e, c'est... Ouais, tu as questionné ces hommes? Ah, je ne leur ai posé que 2 ou 3 questions, je préfère que vous les voyiez vous-même. Ils sont dans la salle d'attente. Je vais les chercher? Et mystérieux avec ça, hein? Aurais-tu une surprise dans ta manche? Ah, patron. Allez, va. Monsieur, voulez-vous entrer? Ici. Monsieur Jean Guillot et Monsieur Ardouin, dessinateur industriel. Asseyez-vous, messieurs. L'un de vous est propriétaire d'une Peugeot de couleur rouge. Oui, c'est ma voiture, je l'ai achetée au début de l'hiver. Où habitez-vous, monsieur Guillot? Rue de Turenne, pas très loin du boulevard du Temple. Profession? Agent d'assurance. Ah. Et vous, monsieur Ardouin? Moi, j'habite la même... La même maison, oui, l'étage au-dessus de nous. Vous êtes marié? Non, c'est... Célibataire. Oui. Moi, je suis marié, j'ai 2 enfants. Un garçon et une fille. Vous êtes amis? Ah, non, Très bons amis, oui. Vous connaissiez François Keller? Qui c'est? Il a été longtemps médecin à Mulhouse. Ah, moi, j'ai jamais mis les pieds à Mulhouse. Hein. Il prétend qu'il nous connaît. Qu'est-ce que vous avez fait lundi soir? Ben, comme je l'ai dit à votre inspecteur, je ne me doutais pas que c'était interdit. Ah. Racontez-moi en détail ce que vous avez fait. Bien. Quand je suis rentré de ma tournée vers 8 heures, je fais la banlieue ouest. Ma femme m'a attiré dans un coin afin que les enfants ne l'entendent pas et m'a annoncé que Nestor... Oh, Nestor. Ah, pauvre vieux Nestor. Mais qui est Nestor? Notre chien. C'est un Danois. Il avait 12 ans. Il était très doux avec les enfants, qu'il avait pour ainsi dire vu naître. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des Danois. Mais en général, ils vivent... Moins vieux que les autres chiens. Oui, je me demande pourquoi. Depuis quelques semaines, Nestor était presque paralysé. Et j'avais proposé de le conduire chez le vétérinaire pour le faire piquer. Mais ma femme n'a pas voulu. Quand je suis rentré lundi, le chien était à l'agonie. Oui. À cause des enfants, ça... Ma femme a proposé à notre ami de le transporter chez lui. Le pauvre Nestor était au bout de son rouleau. J'ai téléphoné chez notre vétérinaire, mais il ne rentrait pas avant minuit. Nous avons passé plus de 2 heures à regarder le chien mourir. Ouais. Je m'étais assis par terre et il avait posé la tête sur mes genoux. Son corps était... agité de tremblements convulsifs. Il est mort à... 10h30. Je suis descendu prévenir ma femme. Nous étions tous impressionnés. Ardouin, autant que... Oui, en somme, un petit drame en marge d'un autre drame. Alors nous sommes demandé... Ce que nous allions faire du cadavre. J'ai entendu dire qu'il existe un cimetière des chiens, mais je suppose que cela coûte cher. Et en outre, je ne peux pas me permettre de perdre une journée de travail. Ma femme non plus. Bref, j'ai perdu le fil de mes idées. Nous ne voulions pas... Oui, pas non plus le jeter dans un terrain vague. Ouais. Vous avez une idée de la taille d'un Danois? Couché dans la salle à manger de Ardouin, il paraissait impressionnant. Ouais, encore plus grand mort que vivant, comme a dit... Bref, nous avons décidé de l'immerger dans la Seine. Ce ne fut pas une mince affaire. Hein. Trouver un sac à pommes de terre assez grand, le descendre, le mettre dans le coffre de la voiture. Quelle heure était-il? Il est 11h10. Oui. Et comment le savez-vous? La concierge nous a vu passer et nous a demandé ce qui était arrivé. Sa pendule est juste en face de la porte de sa loge. Vous avez annoncé que vous alliez jeter le chien dans la Seine? Oui. Ouais. Vous êtes rendu directement au port de Célestin? C'était le plus près, et j'ai pris au plus court. Nous avons dû mettre 5 minutes. Non mais attends, tu as hésité... Ah, c'est vrai, oui, j'ai hésité à descendre la rampe avec l'auto. Oui. Mais enfin, comme je ne voyais personne, je m'y suis risqué. Oui, il n'était donc pas encore 11h30. Ah, sûrement pas. Nous avons pris le sac tous les deux et nous l'avons basculé dans le courant. Oui.
Toujours sans voir personne. Oui. Ouais. Il y avait une péniche à proximité? Ah, c'est vrai, oui, nous avons même remarqué de la lumière à l'intérieur. Ah. Mais vous n'avez pas vu le marinier? Non, vous n'êtes pas allé jusqu'au Pont-Marie? Nous n'avions aucune raison d'aller plus loin. Non, Nous avons jeté Nestor à l'eau, aussi près de l'auto que possible, et... Nous sommes partis. Cette soirée m'avait fort éprouvé. Nestor était presque de la famille. Rue de Turenne, nous nous sommes arrêtés au café qui fait le coin de la rue des Francs-Bourgeois, et vous pouvez me dire à quelle heure? Facilement. Oh oui, parce qu'il commençait à se faire tard et je me suis inquiété de l'heure. Le patron m'a fait remarquer que son horloge avançait de 5 minutes. Il était minuit moins 20. Je vous jure que je ne savais pas que c'était interdit. Je vous le jure. Mais mettez-vous à ma place, surtout avec les enfants à qui je voulais éviter ce spectacle. Parce qu'ils ne savent pas encore que Nestor est mort. Et non, c'est vrai, hein. Je suppose que vous avez dit la vérité? Pourquoi vous mentirais-je? Mais je vous... Non, mais alors, s'il y a une amende à payer... Ah ça, alors, il n'y a qu'une cache, hein. Ouais. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous? Vers 1h du matin, pas plus tard. Hein, Lucien? Ah non, pas plus tard. Vous n'êtes pas retourné le long de la Seine? Pourquoi faire? Non, si, on a... Ah, c'est juste, oui. Nous sommes allés prendre un dernier godet, place de la République, à l'Espérance. Oui. Bien. Bon, je vous remercie, messieurs. La pointe. Oui, patron. Emmène-les à côté et enregistre leur déposition. Tout ce que vous venez de dire sera vérifié, hein. Je vous jure que je dis la vérité. C'est moi aussi, hein. On va... On dirait une farce ou un numéro de duettiste. Allô? Allô? Monsieur le commissaire Maigret? Oui? Ici l'infirmière chef du service chirurgie. Le professeur Magnin vient de l'examiner, votre clochard. Et il le trouve beaucoup mieux qu'hier soir. Ah, et il a repris connaissance? Pas tout à fait. Mais il commence à regarder autour de lui avec intérêt. Il est difficile de savoir s'il se rend compte de son état et de l'endroit où il se trouve. On lui a enlevé ses pansements sur le visage. Vous croyez qu'il reprendra connaissance aujourd'hui? Ça peut se produire d'un moment à l'autre. Voulez-vous que je vous prévienne dès qu'il parlera? Non, je me rends là-bas. Maintenant? Maintenant, oui, à l'Hôtel Dieu. Ah, monsieur le commissaire, vous tombez pile. Bonjour Léa, qu'est-ce qui te retourne? Non seulement on m'empêche de voir le Toubib, mais on refuse de me donner de ses nouvelles. C'est tout juste, ils ont pas appelé un agent pour me flanquer à la porte. On vient de m'annoncer qu'il va beaucoup mieux. Il s'en tirera? Ouais, probable. Hier, il y a des hommes en civil qui sont venus chercher ses affaires. C'est des gens de chez vous. Eh oui, ne craignez rien, tout lui sera rendu. Mais depuis 15 ans que je vis sur les quais, c'est la première fois que quelqu'un s'attaque à un clochard. On est des gens inoffensifs, comprenez? Inoffensifs. Chacun respecte la liberté de l'autre. Si on respectait pas la liberté des autres, pourquoi est-ce qu'on dormirait sous les ponts? Hein? Mais qui a pu faire ça? Vous avez bu, hein? De quoi chasser le verre? Et que disent vos camarades? Bon, faut rien. On a tout vu, on s'amuse plus à faire des commérages. Je peux vous attendre pour avoir de ces nouvelles. Ah oui, mais je serai peut-être long, hein? Oh, être ici ou ailleurs. Vous auriez pas une séviche? Ah non, moi je ne fume que la pipe. Alors une pincée de tabac? Faute de fumée, je chic. À table, Maigret, c'est servi. Oui. Tu veux un rang mariné pour commencer? Moi, j'en prends pas. Ce matin, Madame Maigret, j'ai fait la connaissance de mon clochard, François Keller. Eh ben, me voilà toute surprise. Non seulement parce que tu abordes ce sujet le premier, mais à cause de ton petit ton enjoué. Non, c'est pas le mot exact. Une certaine légèreté, une certaine bonne humeur dans ta voix et dans tes yeux. Oh, je te comprends. Pour une fois, personne ne te harcèle, ni juge, ni substitut, ni journaux. Ouais, avec leurs sempiternelles questions. Qu'en pensez-vous? Ouais, j'ai toujours envie de leur répondre. Je pense jamais. D'une certaine manière, les mots sont trop précis pour moi, de sorte que je préfère me taire. Ouais, un clochard jeté dans la Seine et qui s'en tire miraculeusement... évidemment pas de quoi passionner les foules. Ouais, on pourrait même dire qu'il s'agit d'un crime sans victime et presque sans assassin. Personne ne s'inquiète du Toubib, hein. Sinon la grosse Léa et 3 ou 4 vagabonds. N'empêche que
tu sembles en faire une question personnelle. À la façon dont tu viens de m'annoncer ton entrevue avec Keller, on pourrait croire qu'il s'agit de quelqu'un que nous désirions tous les deux rencontrer depuis longtemps. Il a repris connaissance ? Oui et non, il n'a pas prononcé une parole. Il s'est contenté de me regarder. Mais je suis persuadé que les mots ne se perdaient pas dans le brouillard. Qu'ils étaient enregistrés, compris. Pas un trait du blessé ne bougeait. Je ne m'occupais que de ses yeux. Il n'exprimait ni angoisse ni inquiétude, mais une complète indifférence. Des yeux d'un gris délavé qui avait beaucoup vu, et qu'on aurait dû user. Le regard du toubib n'essayait pas de se détacher de moi. Et il se passait une chose curieuse. Ce n'était pas moi, commissaire Maigret, qui étudiait Keller, mais bien Keller qui m'étudiait. Et tu as l'impression qu'il connaît son agresseur ? Bon, j'en sais rien. Comment expliquer mon impression ? J'ai rarement été aussi dérouté de ma vie que ce matin à l'Hôtel-Dieu. Et en même temps, aussi passionné par un problème. M'entendez-vous, docteur Keller ? Vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé lundi soir ? Vous étiez couché sous le pont Marie. Vous dormiez quand on vous a attaqué ? Je m'appelle Maigret. Je dirige la brigade criminelle de la PJ. Je cherche à comprendre ce qui vous est arrivé. Ça vous gêne que je vous interroge dans cette salle où des malades nous écoutent ? Ah oui, je voudrais que vous ayez une chambre privée. Ça pose malheureusement des questions administratives compliquées. Nous ne pouvons pas payer cette chambre sur notre budget. Pour la victime, rien n'est prévu. J'ai vu votre femme. Votre fille. Les mariniers qui vous ont retiré de la Seine. Tu vois, Louise, le toubib n'avait même pas tressailli à l'évocation de sa femme et de sa fille. Mais je jurerais qu'une légère ironie avait passé dans ses prunelles. Je vais être obligé de faire venir Madame Keller. Il est nécessaire qu'elle vous reconnaisse formellement. Ça vous ennuie de la revoir ? Vous vous sentez assez bien pour que je lui demande de passer ce matin ? Alors, Louis, je suis allé téléphoner. Oh, j'étais pas fâché de m'offrir une pause. La dame aux perruches était chez elle, je percevais leur jacassement dans l'appareil. Elle me promit de venir immédiatement et je l'attendais dans le couloir. Le professeur Maillat a fini par m'y rejoindre. J'ai examiné François Keller tout à l'heure. Il m'a donné l'impression qu'il a recouvré sa lucidité. J'ai demandé à un neurologue de le voir cet après-midi. Et si sa femme proposait de le transporter dans une clinique privée ? Croyez-vous que cela lui plairait à lui ? Oh, c'est peu probable. Si Keller a choisi de s'en aller et de vivre sous les ponts, c'est pas pour se retrouver à cause d'une agression à la charge de sa femme. Excusez-moi. Mais j'étais à plusieurs reprises dîner chez Madame Keller. Oui, elle me l'a dit. Elle aime bien faire état de ses relations. Avouez que la situation est cocasse. Je n'imaginais certainement pas que le mari de cette femme élégante, que je croyais veuve, fût clochard à quelques mètres de son appartement. Tenez, la voici qui sort de l'ascenseur. Elle ne semble pas tellement inquiète. Comment est-il ? Il est calme, cher ami. Mes hommages. Je vous laisse en compagnie du commissaire. Venez par ici, madame. En principe, il a repris conscience, mais je n'en ai pas la preuve. Et je dois lui parler ? Oh, elle a dû faire son petit effet dans cette salle commune en rendant visite à un clochard. Elle était très élégante. Dans un tailleur de chantung beige avec un chapeau assorti. Et son parfum se mêlait aux odeurs de médecine. Elle cherchait son mari des yeux. D'elle-même, elle se dirigeait vers le 5e lit, s'arrêta à 2 ou 3 mètres, comme si elle ne savait quelle contenance prendre. Keller l'avait vue. Il la regardait, indifférent. Ah, c'est lui, oui. Oui, il a changé, mais c'est lui.
C'est moi, François. Je ne me doutais pas que je te retrouverais un jour dans d'aussi tristes conditions. Il paraît que tu vas te rétablir très vite. Je voudrais t'aider si je peux. Qu'est-ce qu'il pouvait bien penser en regardant sa femme? Il y avait plus de 20 ans qu'il vivait dans un autre monde. À mon sens, ça devait être un peu comme s'il refaisait surface pour revoir devant lui un passé qu'il avait fui. On ne lisait aucune amertume sur son visage. Il se contentait de regarder celle qui avait été longtemps sa femme. Puis, il tourna légèrement la tête pour s'assurer que j'étais toujours là. Je jurerais qu'il me demandait d'en finir avec cette confrontation. C'est drôle, tu en parles comme si tu le connaissais depuis toujours. Oh, n'est-ce pas un peu vrai? Je ne l'avais jamais rencontré, mais combien d'hommes qui lui ressemblaient n'ai-je pas eu l'occasion de confesser dans le secret de mon bureau? Oui. Elle n'a pas insisté pour rester. Avant de le quitter, elle a failli ouvrir son sac pour y prendre de l'argent. Oh, elle l'a pas fait, j'espère. Ah non, heureusement. Dans le couloir, elle m'a demandé... Vous croyez qu'il n'a besoin de rien? Je pourrais peut-être remettre une certaine somme à son intention au directeur de l'hôpital. Il serait mieux dans une chambre privée tout de même, non? Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Oh, rien. Rien pour le moment. Non, j'enverrai un inspecteur chez vous, afin de vous faire signer un papier par lequel vous reconnaîtrez que c'est bien votre mari. Mais à quoi bon, puisque c'est lui? Et elle est partie. Tu es retourné dans la salle? Eh oui, malgré les regards de reproche de l'infirmière-chef. Et il n'a toujours pas parlé? Eh non, j'ai parlé tout seul, à voix basse, tandis qu'un interne donnait des soins aux malades d'à côté. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, je ne me rappelle plus très bien, je voulais le mettre en confiance. Je lui ai parlé de Léa, qui m'attendait dehors, de ses affaires que nous avions mises en lieu sûr et qu'il retrouverait à sa sortie de l'hôpital. Et ça paraissait lui faire plaisir? Il me semble. Je lui ai dit aussi qu'il n'aurait pas à revoir sa femme s'il ne le désirait pas. Je devais avoir l'air de loin de réciter mon chapelet. Et il ne répondait toujours rien. Mais je sais bien que c'est bête, mais je suis sûr qu'il m'approuvait, que nous nous comprenions. J'ai essayé d'en revenir à l'agression. Bon, c'était un peu comme de jouer au chat et à la souris. Je suis persuadé qu'il a décidé une fois pour toutes de ne rien dire. Et un homme qui a été capable de vivre si longtemps sous les ponts est capable de se taire. Oui, mais pourquoi se tairait-il? Et je l'ignore. Pour éviter d'accuser quelqu'un? Peut-être. Mais qui? Là, si je le savais, je serais Dieu le Père. Ouais, en définitive, tu n'as rien appris de nouveau. Ah non. À un moment donné, on appelle ça de l'enfantillage, j'ai tiré la bille de ma poche. À vrai dire, je ne l'ai pas fait consciemment. Je l'ai sentie dans ma main et j'ai eu l'idée de la glisser dans la sienne. J'avais sans doute l'air un peu ridicule. Or, il n'a pas eu besoin de la regarder. Il l'a reconnue au toucher. Je suis sûr qu'il y a eu un pétillement de joie et de malice dans ses yeux. Et il a néanmoins continué à se taire. Oh, il ne m'aidera pas. Il a pris le parti de ne pas m'aider, de ne rien dire. Il faudra que je découvre seul la vérité. Je t'ai rarement vu aussi animé, aussi passionné par une enquête. On dirait qu'il y a une sorte de défi qui t'excite. J'ai retrouvé en bas Léa qui m'attendait sur le trottoir en chiquant mon tabac. Je lui ai donné le contenu de ma blague. Tu penses qu'elle ne sait rien? Bon, si elle savait quelque chose, elle me le dirait. Il y a entre ces gens-là plus de solidarité qu'entre ceux qui vivent normalement dans des maisons. Je suis persuadé qu'en ce moment, les clochards s'interrogent les uns les autres et mènent leur petite enquête en marge de la mienne. Et Léa m'a appris un fait. Un seul, mais qui pourrait être intéressant. Keller n'a pas toujours couché sous le pont Marie. Il n'est du quartier, si on peut dire, que depuis 2 ans. Et où vivait-il avant? Au bord de la Seine aussi, plus en amont qu'à de la Râpée, sous le pont de Bercy. Ça leur arrive souvent de changer d'endroit? Eh non,
Eh non, c'est aussi important que pour nous de déménager. Chacun se fait son coin et s'y tient plus ou moins. Tiens, je vais me servir un petit verre de prunelle pour me maintenir en bonne humeur. Et pour te récompenser. Bon, c'est vrai, d'habitude, je sais à peine de quelle affaire tu t'occupes. Tu me téléphones que tu ne rentres pas déjeuner ou dîner, parfois, que tu passes une partie de la nuit à ton bureau ou ailleurs. Et c'est par les journaux le plus souvent que j'en apprends davantage. À propos, tu crois que tu rentreras dîner? Oh, ça, j'en sais pas plus que toi. À vrai dire, j'ai même pas la moindre idée de ce que je vais faire. Bon. Drôle d'histoire. Ah, bon, à propos d'histoire, celle du chien Nestor, vraie ou inventée de toutes pièces? Ah, tout ce qu'il y a de plus vrai. Torrance l'authentifia par une enquête minutieuse, ce qui ne dédouanait pas les deux hommes pour autant. Oui, mais pour quelle raison aurait-il attaqué le Toubib? Et Madame Keller, quelle raison aurait-elle eu de faire jeter son mari dans la Seine, et par qui? Oui. Un jour, vous avez dit au juge d'instruction, on ne tue pas les pauvres types. On ne tue pas les clochards non plus. Or, on avait bel et bien tenté de se débarrasser de François Keller. À ce sujet, il y avait un point primordial à éclaircir. Je téléphonais à Jacqueline Rousselet. Maman m'a téléphoné hier soir après votre visite. Et elle vient de m'appeler à nouveau, il y a moins d'1 heure. Ainsi, c'est bien mon père. Il semble n'y avoir aucun doute sur son identité. Et justement, est-ce que vous êtes au courant des affaires de votre mère? Quelles affaires? Lorsque votre mère s'est mariée, elle n'avait pas de fortune et ne s'attendait pas à en avoir un jour, votre père non plus. Alors je me demande dans ces conditions s'ils ont eu l'idée d'établir un contrat de mariage. Dans le cas contraire, ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens, de sorte que votre père pourrait réclamer la moitié de la fortune de... Ce n'est pas le cas. Ah. Non, quand j'ai épousé mon mari, il en a été question chez le notaire. Mes parents se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Est-ce indiscret de vous demander le nom de votre notaire? Pas du tout. C'est Maître Prigent, rue de Bassano. Je vous remercie. Vous ne désirez pas que j'aille à l'hôpital? Et vous? Je ne suis pas sûre que ma visite lui ferait plaisir. Il n'a rien dit à ma mère. Il paraît qu'il a fait semblant de ne pas la reconnaître. Peut-être en effet vaut-il mieux en ce moment éviter cette démarche. Autrement dit, François Keller était bien un pauvre type, qui n'avait aucun droit sur la fortune qui avait miraculeusement échu à sa femme. Bon. Et alors? Je n'avais plus qu'à tout reprendre à zéro. Le Flamand avait pu mal s'exprimer ou passer sous silence un détail qui lui semblait anodin. Il me fallait courir après le Zwarteswan. Assez embarrassé, au fond, car j'allais me trouver en Seine-et-Oise et réglementairement, c'était à la police de Versailles, sur commission rogatoire, d'interroger les Flamands. La péniche disposait d'un bon diesel et profitait d'un courant assez fort provoqué par la crue. Elle filait ses 10 km à l'heure. Lucas me conduisait en voiture, nous l'avons rattrapé un peu après Jusier. Oh! Oh! Arrêtez! Hubert nous aperçut le premier, mit le moteur au ralenti et alerta son frère Jeff. Celui-ci se laissa persuader de stopper. Il faut que je vous parle. J'ai besoin de vous parler. Mais qu'est-ce que vous voulez encore maintenant? Vous croyez comme ça que c'est une façon d'arrêter un bateau? C'est le bon moyen d'avoir un accident, oui, c'est moi qui vous le dis. Si vous me jetiez la passerelle, on pourrait en discuter plus facilement. Attention! Voilà la planche. Je vais vous aider à monter. Donnez-moi la main. C'est vrai ce qu'il dit, monsieur. On n'arrête pas un bateau n'importe où. Vous m'avez déjà parlé tant que vous avez voulu à Paris, hein. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Eh ben, dans ce cas, je serai obligé de vous convoquer à mon bureau. Qu'est-ce que tu dis de ça, Hubert? Que moi, je retourne à Paris sans avoir débarqué mes ardoises? Avec la police, ça ne sert à rien de se fâcher. Mais on ne va pas passer la nuit ici, vous savez. On a encore le temps d'arriver à Mantes avant le coucher du soleil. Eh ben, dans ce cas, repartez. Vous voulez venir avec nous? Ça, on n'a jamais vu, n'est-ce pas? Lucas! Oui. Continue avec la voiture, jusqu'à Mantes. Le visage de Jeff trahissait deux sentiments contraires entre lesquels il semblait tiraillé.
D'une part, l'hospitalité flamande lui dictait d'accueillir convenablement un commissaire, comme on doit accueillir chez soi n'importe quel visiteur, et même de lui offrir un petit verre de genièvre. D'autre part, il considérait ce nouvel interrogatoire comme une atteinte à sa dignité. Quant à moi, j'étais pas tellement à mon aise. Et par quel bout prendre mon difficile interlocuteur? J'ai une longue expérience de ces hommes simples, peu intelligents, qui croient qu'on veut profiter de leur naïveté et qui, parce qu'ils se méfient, deviennent vite agressifs, à moins qu'ils ne s'enferment dans un mutisme têtu. Hier, vous m'avez bien dit que l'auto était rouge. Oui, monsieur. Aussi rouge que le rouge de ce drapeau-là. Écoutez, monsieur, hier matin, j'ai répondu à toutes vos questions. Le petit homme qui accompagnait le juge a tout écrit sur du papier. L'après-midi, il est revenu pour me faire signer la déclaration. Est-ce juste? Ah, c'est exact. Alors maintenant, vous venez me demander la même chose. Je vous dis, moi, que c'est pas bien. Parce que si je me trompe, vous penserez que je vous ai menti. Je suis presque pas allé à l'école. Hubert non plus. Nous sommes tous les deux des travailleurs, monsieur. Et Anneke, c'est aussi une femme qui travaille. Non, je cherche seulement à vérifier. On va vérifier rien du tout, hein. J'étais tranquille sur mon bateau, comme vous, dans votre maison. Un homme a été jeté à l'eau, je le repêche. Je ne demande ni récompense ni félicitations. Mais c'est pas une raison pour venir m'embêter avec des questions. Voilà comment je pense, monsieur. Il est mort? Non, il a repris connaissance. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons retrouvé les deux hommes à l'auto rouge. Ah ben, vous n'avez qu'à leur demander, hein? Ils prétendent qu'il n'était pas minuit, mais 11h30, quand ils sont descendus sur la berge. Peut-être que leur montre est retardée, n'est-ce pas? Nous avons vérifié leurs témoignages. Ils se sont rendus ensuite dans un café de la rue de Turenne. Ils y sont arrivés à minuit moins 20. Des joueurs de bolotte finissaient leur partie. Oui, moi, monsieur, je ne joue pas. Hein. Vous n'avez qu'à relire le papier. Hein. Et si je découvrais que vos déclarations ne sont pas exactes? Alors, vous ferez ce que vous voudrez. Vous avez vu les deux hommes de l'auto revenir? Lisez le papier. Hein. Ouais. Ah oui, ils prétendent qu'ils n'ont pas été sous le Pont-Marie. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Ils affirment qu'ils n'ont vu personne sur le quai et qu'ils se sont contentés de jeter un chien mort dans la Seine. Ouais, c'est pas de ma faute s'ils appellent ça un chien, hein? Ouais. Et ce bateau vous appartient? Il est à moi et à Anneke, oui. Je me demande si vous avez vraiment le droit de me poser toutes ces questions. La vie privée, c'est la vie privée. Et moi, je suis belge, hein, monsieur. Je me demande, moi, s'il ne serait pas plus simple de vous emmener tous les trois à Paris. Et alors, qu'est-ce que deviendrait le bateau? Ah, ça, je suis sûr que vous n'avez pas le droit de le faire. Hein? Et je pourrais disposer d'un interprète pour interroger votre femme. Je ne permettrai pas qu'on ennuie Anneke. Mais pourquoi ne répondez-vous pas tout simplement? Parce que ce sont mes affaires. Commissaire, jusqu'ici, Jeff avait raison. Certes. Je n'avais aucun motif sérieux pour le harasser de la sorte. Je suivais mon intuition. J'avais été frappé en montant à bord par l'attitude du marinier. Il avait été surpris de me voir. Et sa réaction avait été vive. Depuis, il restait soupçonneux, replié sur lui-même, sans ce pétillement dans le regard, cette sorte d'humour dont il faisait preuve au port des Célestins. Non, ce n'était plus exactement le même homme qu'à Paris. Et si je vous demandais de me suivre? Ouais, il faudrait que vous ayez une raison, hein. Il existe des lois, non? La raison est que vous refusez de répondre à des questions de simple routine. Bon. Quand avez-vous acheté ce bateau? Je ne l'ai pas acheté. Et autrement dit, c'est en épousant Anneke que vous en êtes devenu propriétaire. Est-ce que c'est extraordinaire? Nous sommes mariés légitimement devant le bourgmestre et le curé, hein? Jusqu'alors, c'était son père qui conduisait le Zwartesvan. Oui, monsieur. Le vieux Willem. Il n'avait pas d'autres enfants? Non, monsieur. Qu'est-ce que sa femme est devenue? Elle est morte. Quand Willem m'a engagé, sa femme était déjà morte. C'était à Audenarde. Quel âge avait Anneke à cette époque? 18 ans, n'est-ce pas? Vous êtes tombé tout de suite amoureux d'Anneke? Oh, monsieur, ça c'est une question personnelle, n'est-ce pas? Cela me regarde et cela la regarde, hein? Quand vous êtes-vous marié? Il y aura 2 ans le mois prochain. Et le vieux Willem a pris sa retraite? Oui, il est mort 6 semaines avant notre mariage. Et les bans étaient déjà publiés quand Willem s'est mort? Bon, chez nous, les bans sont publiés 3 semaines avant le mariage. Mais quelle importance puisque nous sommes mariés, n'est-ce pas? Je me demande si Willem se savait que vous vous aimiez. Écoutez, à présent, on va arriver à Mantes-la-Jolie. Hein. On aperçoit déjà les quais. Mon frère va avoir besoin de moi pour la manœuvre. Après ça, j'espère que vous allez nous laisser tranquilles. Hein. Ça sera l'heure de la soupe. Les gens comme nous se lèvent à 5 heures du matin. Hein. Et vous n'avez pas répondu à ma question.
Willems était-il au courant de vos relations avec sa fille? Est-ce que je l'ai épousée ou est-ce que je ne l'ai pas épousée, hein? Vous l'avez épousée quand il est mort. C'est ma faute, moi, s'il est mort. Il a été longtemps malade? Il n'a jamais été malade. À moins que ce soit une maladie d'être sous tous les soirs, hein? Ah, il est mort de délirium très mince. Qu'est-ce que c'est, ça? La façon dont les ivrognes finissent le plus souvent. Ils ont une crise. Il n'a pas eu de crise. Il était si sous qu'il est tombé, voilà tout. Ah, dans l'eau. Dans l'eau, oui. Ça se passait en France? Oui, à Paris. C'est à Paris qu'il buvait le plus, d'ailleurs. Tiens, comment ça s'est-il produit? Ça, je ne peux pas vous le dire, hein, puisque je n'ai pas assisté. Où étiez-vous? Dans mon lit. Et Anneke? Dans son lit. Quelle heure était-il? Oh, passé 2 heures du matin. Il arrivait souvent à Willems de rentrer si tard? Ah, à Paris, oui. Oui. Il est tombé en franchissant la passerelle? Oh, je suppose. C'était en été? Non, en décembre. Vous avez entendu le bruit de sa chute? J'ai entendu du bruit contre la coque. Et des cris? Il n'a pas crié. Vous vous êtes précipité à son aide? Non, certainement. Mais... Anneke a entendu aussi? Pas tout de suite. Ah. Elle s'est éveillée quand je suis monté sur le pont. Non. Quand vous montiez ou quand vous y étiez déjà? Oh, demandez-lui, hein, si vous croyez que je me rappelle. Oui. Vous avez sauté dans le bachot, comme lundi soir? Ah oui, monsieur, oui. Vous êtes parvenu à le retirer de l'eau? Oh, pas avant 10 bonnes minutes. Hein. Anneke se tenait sur le pont du bateau? Oui, monsieur. Donc c'est un homme mort que vous avez ramené? Moi, je ne savais pas encore qu'il était mort. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il était violé. Oui. Un docteur est venu? La police? Ah oui, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez encore des questions? Vous avez vu Willems dans l'eau? Moi, je n'ai rien vu du tout. J'entendais seulement que ça remuait, hein, c'est tout. Il ne savait pas nager? Il savait nager. Faut croire qu'il n'a pas pu le faire. Hein. Où ça se passait-il? À Paris, je vous l'ai dit. Nous avions chargé du vin à Mâcon et nous le débarquions quai de la Râpée, hein, près du pont de Bercy. Je crois que j'ai presque fini. Willems s'est noyé une nuit quai de la Râpée alors que vous dormiez à bord et que sa fille dormait de son côté, c'est bien ça? Oui, oui. Environ 1 mois plus tard, vous épousiez Anneke. Ça n'aurait pas été convenable de vivre tous les deux à bord sans se marier. Hein. À quel moment avez-vous fait venir votre frère? Ah, tout de suite. 3 ou 4 jours après. Après le mariage? Non, après l'accident. Je me trompais peut-être, mais il me semblait que Hubert au gouvernail était surpris par le tour de notre entretien et qu'il regardait son frère d'un air bizarre. Le moteur tournait en ralenti. Quand on le mit en marche arrière, il y eut de gros bouillons autour du gouvernail. L'accostage fut bref. Lucas m'attendait sur le quai, une cigarette aux lèvres, à côté de la petite auto noire. Le soleil avait disparu derrière les toits roses, mais il faisait encore clair, d'une clarté un peu irréelle, comme inquiétante. Alors c'est fini, on va pouvoir manger la soupe? Oh, je crains que non. Et vous voulez me dire pourquoi je ne pourrais pas manger la soupe? Parce que j'ai l'intention de vous emmener à Paris. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Et vous confronter avec le clochard que lundi soir vous avez retiré de la Seine. Tu crois, Hubert, que le commissaire a le droit de... Et quand est-ce que j'aurai le droit de revenir à mon bateau? Peut-être demain. Et si c'était pas demain? Oh, dans ce cas... il y a des chances pour que vous n'y reveniez jamais. Qu'est-ce que vous dites? Et ma femme? Mais qu'est-ce que c'est ces histoires que vous inventez? Mais je préviendrai mon consul, hein? C'est votre privilège. Non, vous voulez rire, n'est-ce pas? On ne peut pas venir arrêter sur son bateau un homme qui n'a rien fait. Hein? Ah, mais je ne vous arrête pas. Et comment vous appelez ça, dites? Je vous emmène à Paris pour vous confronter avec un témoin qui n'est pas transportable. Moi, je ne le connais même pas, moi, cet homme. Je l'ai retiré de l'eau parce qu'il appelait au secours. Ah, si j'avais su... Il ne faut pas faire attention, monsieur le commissaire. C'est une tête chaude. Mais il n'est pas mauvais. Anneke va le calmer. Vous verrez, il mettra même son costume bleu. Je suppose que vous ne savez rien. Sur quoi? Sur ce qui s'est passé lundi soir. J'étais occupé à danser rue de Lappe. Ah. Toi, Willems était au courant de ses relations avec sa fille? À bord d'un bateau, ce n'est pas facile de se cacher. Vous croyez que ce mariage lui plaisait? Je n'étais pas là, j'étais en Belgique. Et vous pensez que Willems est tombé à l'eau en traversant la passerelle un soir qu'il était ivre?
Cela arrive souvent, vous savez, monsieur le commissaire, beaucoup de mariniers meurent comme ça. Durant le trajet, personne ne souffle un mot. Je fumais ma pipe dans un coin, tassé dans l'autre. Jeff Van Hout n'ouvrait pas davantage la bouche. Nous avions l'air de bouder. Lucas, impressionné par ce silence inhabituel, se contentait de conduire, en m'adressant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur. À 8 heures du soir, nous étions à la PJ. Alors se déroula le cérémonial traditionnel. La Pointe commanda bière et sandwich à la brasserie Dauphine, tandis que vous téléphoniez à Madame Maigret. Souvent, le plus difficile dans une enquête est de savoir à quel moment risquer le grand jeu. Or, il n'y a pas de règle établie. Ça ne dépend pas de tel ou tel élément, c'est une question de flair. Il est important aussi de trouver le ton, différent avec chaque interlocuteur. Et c'était ce ton que je cherchais en observant le marinier. Il allait et venait dans le bureau comme un animal en cage. Vous pouvez vous asseoir, Van Hout. Si j'ai pas envie de m'asseoir, moi c'est mon droit de rester debout, n'est-ce pas? Désirez-vous d'autres sandwichs? De la bière? Je désire retrouver mon bateau et ma petite femme, voilà ce que je désire. Écoutez, Van Hout... Cela fait des heures que je vous écoute, n'est-ce pas? Si ça a duré si longtemps, c'est peut-être que vous ne me répondez pas franchement. Ouais, vous allez me traiter de menteur, peut-être. Alors, je ne vous accuse pas de mentir. Nous faisons connaissance. Oh, alors si c'est pour faire connaissance, je devrais vous poser des questions, moi aussi, sur votre femme, sur vos enfants, etc. Je savais depuis le début que ce serait long, difficile, parce que Van Hout n'était pas intelligent, mais il avait un instinct de fauve. Invariablement, c'est avec les imbéciles que j'ai le plus de mal, parce qu'ils se butent, refusent de répondre, n'hésitent pas à nier ce qu'ils ont affirmé une heure plus tôt, sans se troubler lorsqu'on met le doigt sur leurs contradictions. Avec un suspect intelligent, il suffit souvent de découvrir la faille dans son raisonnement, dans son système, pour que tout ne tarde pas à s'écrouler. Ah, je suis persuadé que sans Anneke, vous ne seriez pas resté à bord du Zwartesvan, et que vous auriez changé de bateau. Madame Wilhelm, c'était une brave femme, ni fière, ni autoritaire comme son mari. Qui vous a dit qu'il était fier? Il ne l'était pas? Il était le boss, le patron. Il tenait à ce que tout le monde le sache, c'est tout. Je parierais que Madame Willems, si elle avait vécu, ne serait pas opposée à ce que vous épousiez sa fille. Oui, ça est votre histoire, n'est-ce pas? Moi aussi, je peux inventer des histoires. Eh oui, malheureusement, Madame Willems était morte. Vous étiez seul à bord avec son mari et Anneke, en contact avec celle-ci toute la journée. Et je jurerais que Willems vous surveillait. C'est vous qui dites ça, hein? Propriétaire d'un beau bateau, il n'avait pas envie que sa fille épouse un garçon sans le sou. Quand il buvait le soir, il se montrait désagréable, brutal. Vous croyez que je laisserais un homme porter la main sur moi? Oh, non, je suis certain du contraire. Seulement, c'était pas sur vous qu'il levait la main, c'était sur sa fille. Il est possible qu'un soir, il soit rentré plus tôt que de coutume, qu'il vous ait surpris tous les deux. Hein? Et s'est certainement mis en colère. Ces colères devaient être terribles. Peut-être vous a-t-il flanqué à la porte. Il a frappé sa fille. C'est votre histoire, hein? C'est l'histoire que je choisirais si j'étais à votre place, parce que, dans ce cas, la mort de Willems deviendrait presque un accident. Ça est un accident. Ah non, j'ai dit presque. Non, je ne prétends même pas que vous l'ayez aidé à tomber à l'eau. Il était ivre, il zigzaguait, il a glissé de la planche. Non, supposez que quelqu'un qui se trouvait sur le quai, invisible à vos yeux, que quelqu'un vous ait vu rester sur le pont du bateau assez longtemps avant de sauter dans le bachot, afin de donner à votre patron le temps de mourir. Et Anneke, peut-être qu'elle aussi regardait sans rien dire, non? À 2 heures du matin, il est probable qu'elle dormait. Les clochards n'aiment pas beaucoup se mêler des affaires des gens. Ils ne voient pas le monde comme les autres. Et ils ont leur idée à eux de la justice. Vous avez pu épouser Anneke, vous étiez enfin heureux, vous étiez devenu le boss à votre tour. Le boss, comme vous dites. Depuis, vous êtes passé plusieurs fois par Paris. Et je parierais que vous avez évité de vous amarrer au pont de Bercy. Ah non, monsieur, non, je m'y suis amarré au moins 3 fois.
Oui, oui, mais parce que le clochard n'était plus là. Les clochards, eux aussi, déménagent, et le vôtre s'était installé sous le Pont-Marie. Lundi, il a reconnu le Zwartesvan. Il vous a reconnu. Je me demande si quai de la Râpée, quand Willems a été retiré de l'eau, vous ne l'avez pas aperçu. Oui, c'est presque indispensable que vous l'ayez vu. Donc, lundi, il vous a reconnu. Il s'est approché, mais il n'a rien dit, comme il y a 2 ans, où le procès-verbal de la police fait mention d'un accident, non d'un meurtre. Alors, pourquoi est-ce que vous vous obstinez à me mettre ça sur le dos? Parce que le clochard vous a vu pousser Willems. Lundi, quand il s'est mis à rôder autour de votre bateau, vous vous êtes rendu compte qu'il pouvait parler, vous avez eu peur, vous avez pensé que ce qui était arrivé à Willems pouvait bien arriver à quelqu'un d'autre, presque de la même façon. Oui, je l'ai jeté à l'eau, hein. Non, monsieur, non, vous me ferez jamais avouer une chose pareille, hein. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui a été écrit noir sur blanc par le petit bonhomme qui accompagnait le juge. Voilà la vérité. Oui, il a été écrit « 2 hommes descendant d'une 403 rouge qui, sur la plaque minéralogique, comportait 2 9. » Au fait, vous n'avez pas pu les voir revenir du Pont-Marie, ni marcher le long de votre péniche, puisqu'ils ont jeté le chien à l'arrière. Ouais, ça est leur histoire, n'est-ce pas? Vous aussi, vous racontez votre histoire. Et peut-être qu'il y aura d'autres histoires. Vous désirez descendre dans la cour pour reconnaître la voiture rouge, monsieur Vanout? Je ne désire rien du tout que d'aller retrouver ma femme, voilà. Comment expliquez-vous ces contradictions? C'est vous qui expliquez, moi, hein. Ça n'est pas mon métier, hein. Vous savez la faute que vous avez commise? Oui, je la connais, oui. C'est de retirer cet homme de l'eau, oui. Non, ça vous ne l'avez pas fait exprès. Hein? Comment? Je l'ai pas fait exprès. J'étais peut-être somnambule quand j'ai détaché le bachot, hein. Vous oubliez que quelqu'un d'autre avait entendu les cris du clochard. Willems, lui, n'avait pas crié, saisi de congestion. Pour le clochard, vous avez pris la précaution de l'assommer d'abord. Vous vous imaginiez qu'il était mort, qu'il ne valait pas mieux. Vous avez été désagréablement surpris quand vous avez entendu ses appels. Et vous l'auriez laissé crier tout son sou, sans l'intervention du marinier du Poitou qui vous voyait debout sur le pont de votre bateau. Alors vous avez cru à droit de jouer les sauveteurs, et vous avez cru bon de fignoler votre histoire afin de détourner tout soupçon. À 11h30, vous n'étiez pas occupé à travailler à votre moteur. Vous vous trouviez à un endroit d'où vous pouviez apercevoir le quai. Vous avez assisté à l'immersion du chien. Vous vous êtes dit qu'on ne retrouverait pas la voiture et ses 2 passagers. Et vous n'avez attaché aucune importance aux horaires. Moi, je vous laisse dire. Je vous laisse dire, n'est-ce pas? Ils racontent ce qui leur plaît. Vous racontez ce qui vous plaît. Ouais. Il y a également la déposition du marinier du Poitou. Entrez, monsieur Goulet. Et la chansonnette continuait. Eh oui. Et aucune confrontation ne le prit au dépourvu. Pas plus avec Goulet qu'avec les 2 passagers de la voiture rouge. Ça va continuer longtemps? N'oubliez pas que vous avez promis de faire venir le consul, hein. Je lui raconterai tout ce que vous avez fait et ce sera dans les journaux belges. Écoutez, Vanout. Moi, ça fait des heures et des heures que je vous écoute et vous répétez tout le temps la même chose. Et puis votre inspecteur aussi. Vous en avez d'autres derrière la porte qui vont venir me poser des questions et je leur ferai les mêmes réponses. Vous vous êtes contredit plusieurs fois. Et même si je m'étais contredit, vous ne vous contrediriez pas, vous, à ma place, hein? Vous avez entendu les témoins? Les témoins disent une chose, j'en dis une autre. Chacun raconte son histoire. Et vous aussi vous racontez. Et moi aussi je raconte, n'est-ce pas? Cela signifie pas que ce soit moi le menteur. Demandez à n'importe quel marinier. Il n'y en a pas un qui trouvera à dire du mal de Jeff Vanout, monsieur. Et je reprenais par le commencement, décidé à essayer jusqu'au bout, me souvenant d'un cas où le suspect, aussi coriace que le flamand, avait soudain lâché à la 16e heure, alors que j'allais abandonner. Ah, c'est une de mes nuits les plus épuisantes. 2 fois, Lucas et Lapointe me relayèrent. Il n'y avait plus de sandwich, plus de bière. On avait l'impression d'être des fantômes dans les locaux déserts de la PJ, où les femmes de ménage balayaient les couloirs. Il est impossible que vous ayez vu les 2 hommes revenir du Pont-Marie. Mais la différence entre nous, c'est que j'y étais et que vous n'y étiez pas. Remarquez que je ne vous accuse pas de préméditation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne prétends pas que vous saviez d'avance que vous alliez le tuer. Qui?
Willem ou le type que j'ai retiré de l'eau? Parce qu'à l'heure qu'il est, il y en a 2, n'est-ce pas, hein? Et demain, il y en aura peut-être 3, 4 ou 5. C'est pas difficile pour vous d'en rajouter, hein? C'est moi qui ai lâché prise. À 3 heures, harassé, j'ai décidé d'abandonner. Pour une fois, c'était moi et non mon interlocuteur qui était écœuré. Lui, il ne se préoccupait que de savoir où il coucherait. C'est toi, Maigret? Comme si ça pouvait être quelqu'un d'autre. Hein. Alors, il a avoué? Mais non. Ah, ça, j'oublierai pas le marinier belge de longtemps. Il me ira jusqu'au bout, sans donner la moindre prise. C'est le plus beau spécimen d'imbécile buté que j'ai eu en face de moi. Tu crois que c'est lui? J'en suis moralement sûr. Et tu as dû le relâcher? Alors, on pose encore. En effet, tu détiens encore un atout, le Toubib. Mais peut-il parler? Ouais. Le professeur le considère comme hors de danger. À 9 heures, en face du palais de justice, nous nous sommes arrêtés dans un bar pour boire et manger des croissants. Le Flamand en avait avalé 7 le plus calmement du monde. Il dut croire que nous le conduisions au Pont-Marie pour une sorte de reconstitution, et il fut surpris que nous le fassions pénétrer dans la cour grise de l'Hôtel-Dieu, puis dans les couloirs de l'hôpital. S'il lui arrivait de froncer les sourcils, il ne se troublait pas. Pour moi, c'était la dernière chance. Je m'avançais le premier dans la salle, où, comme la veille, les malades me suivaient des yeux. Le Toubib me regardait venir sans curiosité apparente, et quand il découvrit le marinier derrière moi, il ne se produisit aucun changement dans son attitude. Quant à Jeff, il ne se démontait pas plus qu'il ne l'avait fait au cours de la nuit. Les bras ballants, il observait ce spectacle inhabituel pour lui d'une salle d'hôpital. Eh oui, le choc espéré ne se produisait pas. Avancez, Jeff. Venez ici. Qu'est-ce que je dois faire encore? Vous le reconnaissez? Je suppose que c'est lui qui était dans l'eau, n'est-ce pas? Seulement ce soir-là, il avait une barbe. Ah, vous le reconnaissez quand même? Je crois. Et vous, monsieur Keller? Je retenais ma respiration. Les yeux fixés sur le clochard, qui me regardait, et qui, lentement, se décidait à se tourner vers le marinier. Vous le reconnaissez? Est-ce que Keller hésitait? Je l'aurais juré. Il y eut un long moment d'attente, jusqu'à ce que le médecin de Mulhouse me regarde à nouveau sans manifester d'émotion. Vous le reconnaissez? Je me contenais, presque furieux, soudain, contre cet homme qui, je le savais à présent, avait décidé de ne rien dire. La preuve, c'est qu'il y avait sur le visage du clochard comme une ombre de sourire, de la malice dans ses prunelles. Ses lèvres s'entr'ouvraient et il balbutiait. Non. Mais c'est un des 2 mariniers qui vous ont retiré de la Seine. Merci. Mais c'est lui aussi, j'en suis à peu près sûr, qui vous a donné un coup sur la tête, avant de vous jeter à l'eau. Vous ne le reconnaissez toujours pas. Vous ne voulez pas parler. Mais vous savez pourtant pourquoi il vous a attaqué. Ça remonte à 2 ans, quand vous couchiez sous le pont de Bercy. Vous m'entendez? Une nuit de décembre, vous avez assisté à une scène à laquelle cet homme participait. Un autre homme a été poussé dans le fleuve. Celui-là n'en a pas réchappé. Est-ce vrai? Vous retrouvant lundi quai des Célestins, le meurtrier a eu peur que vous parliez. Toujours le silence. Et enfin, une complète indifférence sur le visage du blessé. Son regard restait sans haine, sans rancune. C'était d'autant plus impressionnant que ça se déroulait à voix basse,
avec 2 rangs de malades couchés qui nous épiaient et qui tendaient l'oreille. Finalement, je compris que je ne tirerais rien d'autre du clochard. Dans le couloir, le marinier redressait la tête. Et il avait raison. Il avait gagné la partie. Vous êtes bien avancé, n'est-ce pas? Oh, moi aussi, je peux inventer des histoires. Ah, ça fut plus fort que moi. Je ne pus m'empêcher de gronder entre mes dents. Ta gueule! En somme, Maigret, nous n'avons pas une seule preuve contre lui. Pas une preuve. Non, monsieur le juge. En dehors de la question des heures qui ne concordent pas. N'importe quel bon avocat réduira cet argument à 0. Je sais. Il vous reste un espoir d'obtenir des aveux? Aucun. Et le clochard continuera de se taire? J'en ai la conviction. En état de l'enquête, je ne pense pas que je puisse signer un mandat d'arrêt contre Joseph Van Hout. Il ne servirait à rien que je le questionne à mon tour. Il réclame toujours son consul? Je vous demande pardon, Maigret, au point où en sont les choses, c'est désagréable. Oui, j'ai compris. Mais bon sang, pour quelle raison pensez-vous que ce clochard choisisse cette attitude? Vous le comprenez, vous, Maigret? Il a failli passer. Il y a quand même une justice. Justement. Il ne croit pas qu'un procès d'assises, un réquisitoire, des plaidoiries, la décision des jurés, la prison, soient des choses tellement importantes. Ceux qui ne craignent pas de dormir sous les ponts en plein hiver, bardés de vieux journaux pour se tenir chaud, ne se soucient pas de cette justice-là. Qu'auraient-ils dit tous les deux si je leur avais raconté l'incident de la bille glissée dans la main du blessé? Et même si seulement je leur avais appris que l'ex-docteur Keller, dont la femme habitait l'île Saint-Louis et dont la fille avait épousé un gros fabricant de produits pharmaceutiques, avait des billes de verre dans ses poches comme un gamin de 10 ans. Et il ne me reste plus qu'à relâcher Van Hout. Et par-dessus le marché, comme l'avait fait comprendre le juge, avec des excuses. Ah, ça, le moment a passé. Oh, c'était pas la première fois que ça se produisait. Et toujours avec des imbéciles. Monsieur Van Hout, je dois vous présenter des excuses. Enfin, c'est-à-dire des excuses pour la forme. Sachez pourtant que mon opinion n'a pas changé. Je reste persuadé que vous avez tué votre patron et futur beau-père, Louis Willems, et que vous avez tout fait pour vous débarrasser d'un témoin gênant, le clochard. Adieu, monsieur Van Hout. Il arrive à tout le monde de se tromper, n'est-ce pas? Au revoir. Et j'évitais de voir la main qu'il me tendait. Mais et le clochard? Le toubib quitta l'hôpital, il retrouva son coin sous l'arche du pont, il récupéra ses affaires. Il m'arrivait de m'arrêter près de lui, comme par hasard. Ça va? Ça va. Nous évitions de parler de l'affaire. Keller savait bien ce que je venais chercher, je savais que l'autre le savait. C'était devenu entre nous une sorte de jeu. Un petit jeu qui dura jusqu'au plus chaud de l'été. Ça va? Ça va. Vous ne vous ressentez pas de votre blessure? Oh, un peu de vertige de temps en temps. Tenez, là, sur la péniche. Ces gens ont une belle vie. Et surtout les 2 enfants blonds qui jouent sur le pont. La vie n'est facile pour personne. La mort non plus. Ce qui est impossible, c'est de juger.
Merci. Oh, de rien. J'ai rien dit, n'est-ce pas? Ils s'étaient compris tous les deux, bien plus avec les yeux qu'avec les mots. Le toubib ne témoignerait jamais. Il refusait de juger. Et parfois, Maigret souriait au souvenir de cette sorte de complicité qui s'était un instant établie entre eux sous le pont Marie. F-I-N fin. Maigret et le clochard de Georges Simenon. Adaptation Eulalie et Jean-Jacques Steen. Avec Jean-Marc Thibault, le commissaire Maigret, Martine Sarcey, Madame Maigret, Hubert Delaparent, le clochard, Sophia Gazinski, Jacqueline Rousselet, Bruno Balpe, Lucas, Claude Dasset, Lapointe, Philippe Clay, Jeff Vanout, le flamand, Denis Moranta, Hubert Vanout, Marguerite Cassan, Madame Keller, Georges Aubert, Goulet, Maria Mérico, Léa, Gaëtan Jor, le substitut, René Renaud, le juge, Henri Djanik, le premier patron, Pierre Olivier, le deuxième patron, Anne Capril, la patronne, Jean Juillard, le professeur Magnien, Aline Bertrand, l'infirmière, Claude Nicot, Guillot, Guy Pierrot, Ardouin. Bruitage, Louis Matabon, Alain Platiot, Dominique Aubert. Chef opérateur du son, Claude Massé. Collaboration technique, Jean-Claude Gauthier. Régisseur de production, Marie-Hélène Ferbos. Direction artistique, Jean-Wilfried Garrett.